Bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Benjamin Cadranel. Je suis donc l'administrateur général de CityDev Brussels, qui est donc le nom que s'est choisi la société de développement régional depuis maintenant presque 8 ans. Et à partir du moment où je joins un groupe de réflexion public, privé, associatif, autour des questions de l'accessibilité du logement notamment et de la capacité d'implémenter du logement accessible sur le territoire bruxellois qui a forcément les limites qu'on lui connaît, effectivement, il semblait judicieux qu'on puisse venir discuter avec vous de la manière dont nous, on entend jouer notre rôle par rapport à ces enjeux-là. Donc, pas simplement par rapport au logement proprement dit, mais globalement à ce que le logement est censé apporter dans la ville et comment est-ce qu'il est censé s'intégrer avec d'autres fonctions. Bref, comment on fait la ville, où tout le monde a sa place. Alors, je fais le slide suivant et ça marche. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise publique bruxelloise, donc comme je l'ai dit, une entreprise régionale. C'est-à-dire que notre capital est détenu à 2/3 par la région de Bruxelles-Capitale et à 1/3 par les 19 communes qui sont représentées dans notre conseil d'administration. Et nous avons aussi les partenaires sociaux qui, sans devoir intervenir dans notre capital, sont partenaires au sein de notre conseil d'administration. Donc, en fait, on a un conseil d'administration qui est géré par 4 parties, ce qui est déjà une relative originalité à la base de la gestion de la société de développement régional qui remonte en fait aux années 70. Globalement, c'est 150 personnes aujourd'hui, CityDev. On oscille parfois, on est descendu à 120, environ 150 équivalents temps plein. On est plutôt en phase de croissance parce que ces dernières années, le volume de travail et le volume de projets a augmenté. Et donc, voilà, on a 3 valeurs auxquelles on aime bien se rattacher, qui sont celles de l'engagement, parce qu'il y a du sens dans ce que l'on fait, du dynamisme, parce que ça, par contre, ce n'est pas toujours l'image que l'on donne des services publics, pas toujours à raison d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que les services publics, ils ont d'autres contraintes que le secteur privé. Quand on doit faire des marchés publics, on avance parfois un petit peu moins vite que quand on peut avancer avec le simple droit contractuel. Ce n'est pas de la désorganisation, c'est une contrainte supplémentaire qui sont liées aux exigences de transparence qui sont essentielles pour un service public, plus que celles de rentabilité en réalité. C'est-à-dire la rentabilité, elle se calcule aussi différemment, et c'est plutôt la rentabilité sociétale que le retour sur investissement qui est calculé. Et donc, nous avons donc 150 personnes, et notre troisième valeur, et cette photo l'illustre un peu, c'est la convivialité, parce qu'on est justement une taille où on pense que tout le monde doit pouvoir se connaître et avoir des relations, et comme on fait beaucoup de métiers différents, c'est pas mal qu'il y ait une complémentarité et une informalité fortement mise à mal par la pandémie et les règles sanitaires, évidemment, mais on espère qu'on va pouvoir bientôt recommencer à se voir et à brainstormer et à proposer des solutions innovantes pour la ville. Parce que justement, quelles sont les grandes tendances de CityDev? Petit résumé historique, en 3 photos un peu clichés, parce qu'on va montrer une photo des bureaux actuels qui sont une réhabilitation en fait d'une ancienne usine, donc c'est déjà assez intéressant puisque ça fait partie de notre métier aujourd'hui de s'occuper de ces grands ensembles industriels laissés dans une ville qui était fortement au tournant des années 70. Et cette société qui a donc été créée par un gouvernement fédéral, enfin, même pas fédéral, un gouvernement central, puisque l'État n'était même pas fédéral à l'époque, déjà dans cette idée qu'on pouvait être plus efficace, parfois, en décentralisant certains services et donc en laissant une autonomie de gestion à ces services. Donc, on perd un petit peu en contrôle, mais on gagne normalement en efficacité, et c'est pour ça que c'est une des valeurs importantes de CityDev, ce gain d'efficacité lié aussi à son autonomie, ce qui fait qu'on est parfois un petit peu difficile à manœuvrer, ou bien qu'on a des idées en tête et qu'on veut les mener à bout, qu'on doit les négocier en fait avec notre principal bailleur de fonds, qui est donc la région. Mais normalement, ça nous permet de développer des projets d'une manière où on pense qu'on est en tout cas au niveau d'efficacité optimale de ce qu'on peut connaître à Bruxelles. Alors, depuis 2013, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de nom pour un peu mieux expliquer ce que l'on faisait, pour s'intégrer dans le paysage régional d'ensemble. La plupart des organismes et des administrations bruxelloises maintenant respectent cette nomenclature pour que justement elles soient un peu plus lisibles pour les citoyens. C'est souvent un des problèmes qu'on leur reproche à la SDRB, à CityDev et aux organismes régionaux de manière générale, c'est de savoir un petit peu qui fait quoi et à quoi ça sert, est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est différent des autres.
Voilà. Bon, ici, voilà, le nom avait cette idée qu'on est là pour développer la ville dans son ensemble. Et donc, ça veut dire en fait une compétence immobilière de terrain qui se passe par la possession de terrain ou de bâtiments et l'érection de bâtiments pour faire deux grandes choses principalement. C'est accueillir des entreprises, pour créer de l'emploi non tertiaire à Bruxelles, et aussi de rénover le tissu urbain au moyen de logements accessibles. Voilà. En 2024, nous aurons 50 ans. J'espère des nouveaux bureaux qui ressembleront à l'image que vous voyez, mais qui n'est pas malheureusement l'image des bureaux, certainement pas ceux dont je vous parle actuellement, parce que ça, c'est autre chose. Mais normalement, dans quelques années, on aura refait une rénovation de ce site des établissements Gosset, qui était une fabrique de cigarettes en plein Molenbeek. Alors voilà. Aujourd'hui, ces deux grandes tendances, hein, c'est fournisseur d'espace, puisqu'on dispose de 200 hectares de terrain dans lesquels on essaye d'acquérir des entreprises. On achète des nouveaux terrains dans lesquels on veut développer des nouveaux projets, des projets de logement notamment pour rénover la ville. Et globalement, on est devenu une sorte d'aménageur urbain, puisque en ayant ces différents métiers dans la maison, celui d'accueillir les entreprises et de savoir ce dont elles ont besoin, et celui de rénover le tissu urbain, principalement en construisant des logements bon marché et de qualité, on arrive à une mission plus large, de travailler à une échelle plus large et qui essaye déjà d'intégrer ces deux fonctions principales dans la ville et éventuellement de lui donner comme adjacent les fonctions accessoires en termes d'équipement et en termes d'espace public, pour véritablement faire une ville complète et dans laquelle on doit peu se déplacer. Hein. On a beaucoup parlé ces dernières années de la ville à 15 minutes. Nous, ça fait déjà depuis notre premier contrat de gestion qu'on parle de la ville à 10 minutes. On a perdu 5 minutes dans l'histoire, ou on en a gagné de 5, ça dépend comment est-ce qu'on compte. Mais c'est cette idée d'avoir les différentes fonctions à proximité pour éviter les déplacements et pour avoir un niveau de vie assez qualitatif. Qui ne va pas de soi. Donc, c'est cette idée de développement harmonieux qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans notre logo, avec cette idée de spirale. C'était ça qu'elle voulait exprimer en tout cas. Donc voilà, les trois missions principales. La première, c'est l'initiale, hein, celle qui est donnée en 1974, accueillir des entreprises. Et quand je dis entreprise, on ne parle pas de bureau. Hein, ça, le marché privé s'en occupe. J'ai failli dire très bien, ça c'est une autre question, enfin, il s'en occupe en tout cas, et il n'y a pas vraiment de place pour un acteur public pour s'en occuper à sa place. Mais par contre, la fourniture d'emplois non tertiaires, ce qui est de plus en plus compliqué, hein, parce que même dans les activités productives aujourd'hui, on se rend compte qu'une majorité des postes sont des postes administratifs en réalité. Et donc construire des espaces qui sont capables de fabriquer des choses, de participer à l'économie hors bureau. C'est notre métier initial. C'est pour ça qu'on a tous ces terrains. C'est pour ça qu'on essaie de créer de l'emploi et de l'emploi de proximité qui produit des services aussi qui sont utilisés sur place. Hein, donc, pas des meubles suédois, mais plutôt voilà, des bières belges bruxelloises consommées par des Bruxellois. Pas nécessairement directement pour le réexport. La rénovation urbaine, c'est une mission en fait plus récente, hein, puisqu'elle a été confiée avec la création de la région. Il n'y avait pas forcément un lien au départ, sauf peut-être cette compétence immobilière, cette connaissance du droit immobilier et du marché immobilier. Et le but du jeu, c'était vraiment de retisser dans Bruxelles des quartiers qui avaient subi les outrages que Bruxelles a subi nombreux par rapport à sa conception de ville d'usage. Hein, donc une ville éventrée par un métro et par une jonction nord-midi, extraordinairement pratique et intéressant pour développer une économie belge performante, mais pas nécessairement qualitative pour les habitants de Bruxelles. Donc, c'est souvent le tribut que Bruxelles a payé à sa contribution à l'économie générale. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, puisque près de 20% du PIB belge est produit à Bruxelles. Mais malheureusement, si vous voulez en voir les fruits, c'est plutôt au-delà de Overijs, Eysingen, Wemel, que vous allez véritablement trouver la richesse qui est produite à Bruxelles au bénéfice des habitants du territoire. Donc l'idée à l'époque, c'était d'aller retaper ces quartiers-là. Et comment les retaper? En construisant du logement de qualité, parce que pour retaper de l'espace urbain, amener des habitants dans des logements de qualité, c'était une bonne idée. Et on essayait surtout de favoriser les propriétaires occupants. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui est possible. À l'époque, on pouvait encore avoir des investisseurs. Maintenant, c'est vraiment des propriétaires occupants parce que
et c'est quelque chose qui doit nous préoccuper dans la suite de nos discussions, c'est cette conviction, et certainement vrai dans les années 80-90, qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais que la propriété de son logement, ça offre non seulement de la stabilité, et ça c'est bien, mais ça offre un type d'investissement des personnes dans leur quartier qui n'a pas le même rapport que celui d'un simple locataire. Donc nous, depuis le départ, depuis plus de 30 ans maintenant, l'idée c'est de construire des logements dans lesquels on veut rester, on veut habiter et on veut se projeter pour toute une vie. Et pour que ce soit possible, on met en plus un éco qui est payé avec l'argent du contribuable, qui va jusqu'à un tiers du prix de revient du logement. Je ne parle même pas de sa valeur, je parle du prix de revient. Et donc forcément, chaque fois qu'on construit un logement, il coûte au contribuable environ, grosso modo, 30% de son coût de construction. Avec le temps, sa valeur augmente, puisque en plus, comme ce sont des opérations qui, comme on les nomme, sont des opérations de rénovation urbaine, les quartiers dans lesquels on s'implante, en particulier s'il y a plusieurs interventions, ou bien si les projets sont de grande ampleur, elles s'améliorent aussi. Donc, au bout de la période de conventionnement, souvent, la plus-value intrinsèque du bien est importante également, en plus du subside de départ. Alors, on va dire qu'au départ, et d'ailleurs le nom l'indique, c'est une mission, ce n'est pas une mission de logement, c'est une mission de rénovation urbaine. Et cette rénovation urbaine s'axe exclusivement, à l'époque, sur de la construction de logements à bas prix, à subsider. Aujourd'hui, je dirais que les choses ont vachement évolué et que d'abord, une partie de la ville s'est rénovée. Il y a encore des chancres, il y a encore des endroits dans lesquels il faut intervenir. Mais par contre, il y a eu un essor démographique très, très important depuis la création de la région. Pour vous donner une idée, on a quand même gagné depuis les années 90 25% de population en plus en l'espace de 30 ans. C'est conséquent, avec une accélération très forte au milieu des années 2000, au tournant des années 2000-2010, qui tendrait à ralentir pour le moment, ce qui n'est pas non plus illogique, mais qui est quand même toujours bien présente. Et bon, on a été perturbé un peu par le Covid, donc c'est compliqué d'avoir une vue sur les chiffres 2020 qui sera pertinente pour prédire l'avenir, mais moi je pense que ça va continuer malgré tout. Quand l'immigration internationale va reprendre, européenne, extra-européenne, je pense que cet essor démographique va continuer. Or, malgré cette augmentation de 25% de la population, le nombre de bâtiments construits à Bruxelles, lui, depuis 1995, il a augmenté de 1%, alors qu'on est à 15 et 14% en Flandre et en Wallonie respectivement. Le nombre de bâtiments en région Bruxelles-Capitale qui ont été construits après 81, c'est 6,7%. Donc, quand on vous parle de bétonner à tout crin la région bruxelloise, il faut quand même un tout petit peu réfléchir et se dire, oui, mais attendez, on a une population qui croît. On sait que les villes sont une réponse à des enjeux sociaux et surtout climatiques aujourd'hui. Il faut bien mettre les gens quelque part. Et nous, notre job, c'est de les mettre justement dans des bonnes conditions. Mais ça passe quand même par la mobilisation du foncier et par la construction. Parce que, voilà, sinon, les gens, ils vont à l'extérieur. Et ça, c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain, ce n'est pas bon. C'est bon pour rien. Ni pour la cohésion sociale, ni pour la péréquation fiscale, certainement pas pour l'environnement et le climat. Voilà. Notre but aujourd'hui, c'est de construire 200 logements par an. Donc, il y a maintenant un objectif de quantité. Donc, à côté de cette idée que le logement était un outil de rénovation urbaine et que nos clients, c'était les quartiers plus que les candidats acquéreurs, c'est substituer l'idée que non, il y a aujourd'hui une difficulté pour beaucoup de gens de trouver à se loger, que l'accès à la propriété reste un acquis essentiel de stabilité pour les ménages, même les ménages à bas revenus, et que donc il y a encore un besoin de permettre aux gens d'accéder à la propriété. Et ce besoin-là arrive aujourd'hui au moins à égalité, s'il ne devance pas celui de la rénovation urbaine proprement dit. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on va sortir de nos zones qui sont les zones compliquées, les zones de rénovation urbaine, dans le croissant pauvre, qu'on connaît bien à Bruxelles, la fameuse VDRU, qui s'appelait avant le DRLR. Le EDR, enfin bon, c'est toujours compliqué. Heureusement, on a changé maintenant, c'est ZDRU. Mais maintenant, on va sortir et aller également en seconde couronne. Et là, clairement, le but, c'est pas de rénover le tissu urbain en seconde couronne. Le but, c'est de créer les conditions d'un logement accessible. C'est clair, l'enjeu là, c'est celui-là. Voilà. Ces deux missions ont donné naissance à une troisième qui aujourd'hui fait 30% de notre activité. C'est le contrat de gestion qui nous l'impose, 25% dans l'ancien. En réalité, on fait un peu plus que ça. Et justement d'avoir, comme je vous le disais d'entrée de jeu, finalement ces deux fonctions premières qui sont tellement importantes pour la gestion d'une ville et en tout cas au regard des compétences régionales, fournir un emploi et un toit,
voilà, ça fait partie des besoins essentiels. Et donc, nous, on a ces deux compétences. On n'a pas la totalité de ces compétences et notre travail ne permet pas de résoudre la totalité de ces deux questions, mais il y contribue. Et donc, plutôt que de le faire séparément, faisons-le ensemble et essayons de voir comment justement on peut trouver une place. Trouver une place pour du logement, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, l'urbanisme permet le logement plus ou moins partout et l'y encourage. Dans les années 80-90, ce n'était pas le cas. Hein. Ce n'était pas le logement qui était la fonction forte, c'était du bureau qui poussait partout. Aujourd'hui, le logement pousse relativement naturellement partout et parfois de manière problématique. Ce n'est pas le cas pour les activités économiques. Or, je vais essayer d'en parler un petit peu, c'est essentiel aussi dans l'équilibre d'une ville, mais aussi dans l'équilibre d'un quartier. On parle de se loger, mais se loger, c'est une notion qui est un petit peu plus réduite que la notion d'habiter. Habiter, c'est autre chose que se loger, c'est vivre quelque part. Et ça nécessite plus qu'un toit, ça nécessite des interactions sociales, ça nécessite la capacité de trouver des équipements, comme des écoles, des crèches, ça nécessite des espaces publics et ça nécessite aussi d'avoir des lieux où l'on peut aller travailler et également des services qui sont fournis. C'est de plus en plus nécessaire dans une ville de pouvoir trouver des services, que ce soit de la réparation ou de la fabrication, et de ne plus dépendre exclusivement des grandes chaînes mondiales d'approvisionnement, dont on peut voir à la fois la fragilité dans laquelle ça nous met. Le Covid a été un bon coup de réveil là-dessus, mais également le coût environnemental et social que ça apporte chez nous, puisque il y a toute une série d'emplois qui nous échappent et toute une série de services qui se font dans des conditions et sociales et environnementales tout à fait déplorables. Alors voilà, on a un nouveau contrat de gestion, c'est le deuxième. Hein, le premier date seulement de 2013, alors que l'obligation légale était d'en avoir un depuis 1999. Pour la petite histoire, je peux vous dire que ce qui a fait qu'on a eu tellement de mal à avoir des contrats de gestion, c'est qu'on dépend de deux ministres différents. Hein, l'un, l'économie, l'autre, le logement, et que donc c'est toujours compliqué de savoir, oui, mais qui met l'argent, oui, mais qui tire les marrons du feu, hein, parce que c'est normal, un ministre, il doit faire savoir ce qu'il fait. Alors déjà qu'on est un organisme autonome, si en plus de ça, on ne sait pas qui paye quoi et qui fait quoi, c'est toujours compliqué. Bon, on a résolu tout ça, heureusement, et je crois que c'est un des éléments essentiels de bonne gouvernance et d'efficacité. Et donc, on a des objectifs. Et le nouveau contrat de gestion, il confirme finalement ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a 3 missions à Citydem et que la troisième gagne en importance. Et puis, il nous a mis des objectifs spécifiques qui sont tout à fait en ligne avec l'accord de gouvernement et les échéances importantes. Donc, vous voyez qu'il y a cette idée qu'on doit faire 1000 logements en 5 ans. Elle était déjà dans le premier contrat de gestion. Donc, cette idée qu'il faut produire. Il faut mettre du logement neuf sur le marché. Ce n'est pas la seule solution à la crise du logement, mais c'est certainement un des axes importants. Et donc, voilà, cette idée, ce n'est pas seulement innover sur des logements conventionnés pas chers, tout ça. Non, il faut en faire 1000. Alors, petite différence quand même avec le contrat de gestion précédent, et ça c'est important de le souligner, c'est qu'avant, il fallait faire 1000 logements conventionnés. Et si on en faisait plus et qu'on faisait aussi, par exemple, dans certains projets où il y avait de la mixité sociale, comme ça a été le cas à Compa, à Anderlecht ou à Tivoli Green City, à Laken, où on travaille en partenariat avec la SLRB, ces logements-là n'étaient pas comptabilisés dans les 1000. Aujourd'hui, on nous dit que vous faites 1000 logements, dont une majorité de conventionnés. Mais à l'intérieur de ces 1000, vous pouvez déjà faire du logement social. Donc, on a déjà des projets de partenariat avec la SLRB. Donc, il y a un incitant supplémentaire à faire également du logement social. Et pour nous, c'est un incitant important parce que faire du logement conventionné, ça nous coûte cher. Ça coûte cher à notre budget qui est une enveloppe fermée, qui nous oblige à construire à un prix maximum, à vendre à un prix maximum avec un subside maximum qui devient de plus en plus difficile à tenir. Tandis que si on construit pour la SLRB, c'est le prix que la SLRB est d'accord de mettre. Donc, quelque part, pour nous, sur le plan budgétaire, c'est plus simple de travailler comme ça. Et donc, on a un vrai incitant à faire de la mixité sociale. Par ailleurs, on pense que la mixité sociale, c'est très, très bien. Dans la ville, ça permet de construire du logement social plus facilement. On a eu très peu de recours sur nos projets de logements sociaux par rapport à des projets de logements sociaux purs. Et je pense que ça joue. Par ailleurs, ça permet aussi d'encadrer une des critiques. Si vous êtes membre de l'associatif, je sens que je vais la recevoir, de gentrifier la ville. Alors, la gentrification, ça peut être bien dans une certaine mesure. Hein, quand on déghettoise des coins, normalement, c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas chasser la population locale. Donc, un des moyens que l'on doit utiliser pour ne pas chasser la population locale, c'est justement de construire pas seulement du logement conventionné, mais également du logement social.
ce qui fait que les prix restent stables parce que les quartiers restent sociologiquement mixtes. Et par ailleurs, on offre véritablement des solutions pour la population qui aurait du mal à avoir accès, même aux logements conventionnés CityDev. Alors, à côté de ça, on s'est mis des objectifs complémentaires. Donc, on doit faire au moins 200 logements zéro énergie. On était à 100 dans le contrat de gestion précédent. Donc, peut-être un peu moins de logements global, mais un peu plus d'exigences sur les logements en tant que tels. Nous construisons passif depuis 2009. Donc, maintenant, tout le monde construit passif depuis 2015, mais la norme passive 2015 a été fortement inspirée des travaux de CityDev, la SDRB à l'époque, préalablement à la décision sur la norme elle-même. Qui montre qu'on est bien là aussi pour expérimenter des nouvelles choses qui peuvent devenir les normes derrière. Le RRU lui-même s'est beaucoup basé sur le descriptif qualité minimale du logement, même si aujourd'hui ils ont évolué de manière séparée, mais de CityDev. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on doit faire 20% de logements en seconde couronne. Donc là, on n'est plus du tout dans de la rénovation urbaine. Enfin, plus du tout. Il y a des projets de rénovation urbaine en seconde couronne. Il y a aussi des chancres industriels, ça existe aussi, mais globalement, c'est plus un enjeu de faire du logement accessible en seconde couronne, où là, ça devient très, très compliqué, parce que les terrains coûtent très, très cher. Et quand les pouvoirs publics mettent la main sur un terrain, c'est pour décider d'en faire des potagers. Donc, c'est super, mais ça ne fait pas beaucoup avancer la cause du logement. Donc, les terrains qui restent à bâtir, ils continuent de grimper encore plus vite, d'autant qu'on leur garantit un environnement particulièrement attirant, attractif, puisqu'on laisse énormément de place à la nature. Ce sont des choix, et ils sont respectables, hein, mais il faut bien mesurer les conséquences et les regarder en face. Et donc, on doit faire 20% aussi de logements sur le droit d'amphithéose ou de superficie, donc du démembrement de droit de propriété. Ça, j'y reviendrai plus tard, c'est important. Certains peuvent penser que c'était timide de faire seulement 20%. J'expliquerai, je crois, pourquoi c'est en réalité l'inverse. Mais ça a été un débat essentiel dans le cadre de notre contrat de gestion actuel. Le précédent contrat de gestion nous demandait de faire des expériences pilotes que nous avons menées sur le sujet. Et donc, on voit bien toujours cette idée, on expérimente, on étend, et éventuellement on généralise si les idées sont bonnes. Du côté de l'expansion économique, nous faisons en fait de l'amphithéose depuis l'origine des temps, puisque ça a été une des grandes richesses de mes prédécesseurs à la SDRB, c'est d'avoir eu l'idée de ne pas vendre les terrains industriels aux entreprises qui s'y installaient, mais de les conserver comme très fonciers, qui a le double avantage de nous permettre de conserver une maîtrise foncière sur le long terme, et donc de mieux piloter ce qui s'y passe, parce que la planification et le droit de l'urbanisme, ça encadre, mais c'est quand même pas encore la même chose que de posséder le terrain, même juste le tréfonds. Par ailleurs, ça nous octroie des revenus à long terme et réguliers, et ces revenus à long terme réguliers nous donnent de l'autonomie et nous permettent d'être déconsolidés du budget régional et donc d'avoir un pouvoir d'investissement beaucoup plus fort que si on était intégré dans le budget régional. Je ne sais pas si je dois développer ici, mais je peux répondre à des questions. C'est vraiment un aspect essentiel de notre façon de fonctionner. On essaye d'approfondir nos mécanismes de consultation participative de plus en plus, dès que les projets ont une certaine taille. On essaye de mener des études maintenant aussi sur des projets qui sont terminés, puisque en général, dans le logement, une fois qu'ils sont vendus, chez nous. Là, par exemple, Tivoli, on a décidé de faire du suivi de type académique pour essayer de comprendre ce qui a bien fonctionné. Et puis, en termes de pilotage, en termes d'expérimentation, on va essayer la construction en bois, hein, comme beaucoup de gens s'y mettent pour le moment, donc à voir si pour les pouvoirs publics c'est tenable, et si c'est une bonne idée aussi. Et pourquoi pas un bâtiment à énergie positive, il faut se mettre des challenges. Ce rôle global finalement d'ensemblier est de plus en plus développé, hein, donc posséder des terrains, agencer des projets avec une mixité des fonctions, considérer que la mixité fonctionnelle est un objectif en soi. Et donc maintenant, aujourd'hui, en fait, comment ça marche, on a en fait, par projet, on arrête un périmètre du projet. Ça peut paraître bête, mais quand vous développez par phase, parfois les périmètres des projets peuvent évoluer. Un CityGate, par exemple, c'est le cas. On ajoute des terrains au terrain et puis on considère que on a une vue d'ensemble là-dessus. Et on a des instruments urbanistiques qui nous permettent d'avoir des vues d'ensemble, comme déjà les PPS, mais voilà, ce sont des outils supplémentaires. Et puis, une fois qu'on a arrêté ce périmètre, on lui donne un coefficient de mixité. Alors, on s'est pris la tête, les cheveux, on a beaucoup fait des allées et venues, mais globalement, on considère que si les surfaces au sol sont économiques, s'il y a des logements au-dessus, on a fait des ratios qui ont évolué, qui ont le code caractère arbitraire de tous les ratios, mais
qui globalement, in fine, nous donne un pourcentage de mixité du projet. Et chaque euro que CityDev investit dans le projet, parce que parfois, certaines parties de ces projets dépendent d'autres, en réalité, je vais en parler tout à l'heure avec notamment le projet de North City. Donc, par exemple, ce n'est pas nous qui faisons les logements, ou ce n'est pas nous qui faisons les ateliers, c'est possible, mais ce n'est pas grave. On va tenir compte de la globalité du programme, même celle qui n'est pas faite par CityDev, pour attribuer le coefficient de mixité. Et puis, chaque euro qu'on va mettre dans ce projet, même si c'est dans une partie essentiellement logement ou dans une partie dans une crèche, je ne sais pas, eh bien, comme c'est de l'argent dans un projet qui a un ratio de mixité, on va considérer ça par rapport à notre budget global. Et à la fin, il faut qu'au moins 30% de l'argent public que CityDev dépense soit investi dans des projets qui ont ces caractéristiques de mixité. Alors, on essaye aussi des formules pilotes, toujours dans cette idée qu'il faut habiter quelque part et pas seulement se loger. Et donc, penser à l'harmonisation, l'harmonie et l'intégration des fonctions. Donc, une idée qu'on a, par exemple, c'est de tester le logement de fonction. Donc, faire en sorte qu'il y ait des logements qui soient liés au lieu de travail. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet de réduire évidemment la durée des déplacements. Ça, c'est une évidence. Bon, avec le télétravail, sur inverse, c'est mise maintenant, mais comme on est plutôt dans l'économie productive, ce n'est pas souvent des jobs qui sont télétravaillables. Mais en réduisant les déplacements, donc c'est bon sur le plan environnemental. Et c'est pas mal non plus pour toute une série de synergies, en fait, parce que d'avoir de la fourniture de services dans les quartiers, ça aide. Avoir de la fourniture d'emploi dans les quartiers, c'est une bonne chose. Ça peut donner un sens aussi, d'avoir des fleurons. C'est aussi, en termes de contrôle social, quelque chose d'assez intéressant, parce que ce sont des parties de bâtiments qui ne vivent pas du tout au même moment. Et en termes de répartition d'énergie ou de synergie possible d'usage, comme les parkings, par exemple, on peut imaginer vraiment de faire des synergies heureuses. Donc, il y a cette idée-là. Et donc, les communautés d'énergie en sont une, parce que vous savez que le grand enjeu avec l'énergie, ce n'est pas tellement la masse d'énergie produite, c'est surtout sa répartition dans le temps et le fait de pouvoir équilibrer les réseaux en permanence. Et donc, d'avoir des utilisateurs d'énergie à des moments différents, ce qui est le cas pour les entreprises et les logements, en réalité, ça donne des opportunités de réguler et d'avoir des prix alors extrêmement concurrentiels et des mécanismes de production vertueux. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Très souvent par marché de promotion. Alors, certains nous le reprochent, nommément le maître architecte, qui estime qu'en faisant des marchés de promotion, on met les architectes un peu sous pression et qu'on n'a pas forcément nécessairement la meilleure qualité. Moi, j'ai sorti quelques images ici de nos projets les plus récents. En termes de qualité, moi, je ne suis pas architecte, donc c'est toujours un débat délicat, mais enfin, je commence à avoir un petit avis sur la question. J'ai le sentiment qu'on a, au contraire, sorti pas mal de qualité et qu'on est capable, nous, d'encadrer ces marchés de promotion. Par ailleurs, c'est quand même essentiel si on veut faire du chiffre, parce que sinon, on devrait avoir une taille et un modus operandi tout à fait différent qui, je pense, coûterait plus cher et coûterait plus cher en temps. On peut parfois penser que le marché de promotion, c'est de l'argent dans les mains des promoteurs qui s'en vont avec. Il faut aussi considérer que c'est quelque chose qui a une valeur et qu'on paye, et que c'est peut-être plus utile de répartir les choses comme ça que de tout faire de manière internalisée. Donc là, il y a un débat là-dessus, mais moi, je pense qu'en termes de qualité, ça fonctionne. Et puis, il y a surtout une vraie énorme raison qui fait que c'est assez indépassable pour les grands projets chez nous, c'est que notre modèle, c'est un modèle où on vend sur plan et on vend, nous, finalement, on met un tiers du prix nous-mêmes et les acheteurs mettent 2 tiers. Donc, en fait, il faut un préfinancement du projet. Donc, ce sont les promoteurs qui préfinancent les projets avec une relative sécurité parce que, vu notre mécanisme de vente, ils ont une bonne chance de savoir qu'ils vont vendre. Mais globalement, ils prennent le risque au départ et ils mettent l'argent au départ. Sinon, on devrait totalement changer nos structures de financement et pour le gouvernement, ce serait une autre limonade. Donc, le marché de promotion a encore de beaux jours devant lui chez CityDev. En tout cas, ça, c'est une certitude. On le réserve évidemment aux plus grands projets, donc aux projets qui dépassent 25 logements. C'est quand même aujourd'hui une énorme majorité des projets. Parfois, on a des plus petits projets, comme ceux que vous voyez à l'écran, à Saint-Gilles, à Molenbeek, où l'enjeu est parfois plus urbanistique que réellement de répondre aux besoins de logement. C'est cette idée que l'on va... vous avez l'image là en haut à gauche du projet Pierre Schmitz, Place des Étangs Noirs. C'est un des projets qui a été le plus cher au mètre carré de CityDev parce qu'on était sur une bouche de métro.
Donc, il y avait des problèmes de nature juridique par rapport à la propriété du sol. Il y avait des problèmes de nature technique en termes de stabilité et de portance. Tout ça pour faire 13 logements. On ne peut pas dire qu'on a résolu le problème du logement accessible en région Bruxelles-Capitale en faisant cela. Par contre, on a mis fin à un chancre pour lequel personne d'autre que nous n'aurait pu véritablement intervenir, parce que faire un projet rentable à cet endroit-là, vu les conditions techniques extrêmement complexes du terrain et vu, vous savez, en immobilier, la valeur, c'est quand même fortement lié à la localisation, et étant noir, ce n'est pas l'endroit, aujourd'hui en tout cas, qui vous permet de pratiquer des prix de vente les plus élevés. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de rentabilité. Donc, un projet comme celui-là, il coûte un peu cher, il prend du temps, on le fait en régie, mais in fine, je dirais que le premier gagnant du projet, au-delà des familles qui vont aller dans les logements qui sont vraiment de très bonne qualité, mais c'est vraiment la place des étangs noirs. Il y a aujourd'hui un immeuble neuf, architectural, qui s'intègre bien dans le paysage, et 13 familles supplémentaires qui viennent participer à la vie du quartier. Alors, de plus en plus, vu la problématique de la rareté des terrains, on a procédé à des appels à projets. Et aussi par rapport à la volonté d'augmenter le rythme de production. Si vous prenez les premières années de TTF, on produit, bon an, mal an, entre 100 et 150 logements par an, avec des cycles très marqués. Donc, à certains moments, des grands projets qui sortent de terre, surtout à l'hôpital militaire, où là, on n'a jamais, je crois même après avec Tivoli, on n'a jamais eu des volumes aussi importants de création de logements neufs, et puis après, des grands trous. Et pas de logements qui sortent et qui sont vendus pendant longtemps. Aujourd'hui, notre contrat de gestion nous impose un rythme de 200 par an. Alors, ça n'a rien de rien, hein, 150, 200, mais en fait, c'est une augmentation de 33%, sans, à l'époque, augmenter nos moyens, ni humains, ni financiers. Et donc, on a fait appel au marché. On avait fait une première expérience pilote avec un projet du Queroir à Forêt, à Nieuwen-Volksem. Puis, il était resté sans suite. Et puis, on a relancé ça en grand. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on propose à des promoteurs qui ont des projets dans leur pipeline de nous proposer des logements à vendre à un prix convenu entre nous, dans lequel nous injectons un subside et qui doivent évidemment correspondre aux standards de qualité donc, on a un petit peu moins de contrôle, enfin pas tellement de contrôle, mais de pouvoir d'initiative sur ces projets. Mais malgré tout, le fait que l'on le fasse maintenant chaque année et qu'on ait introduit cette régularité a permis au marché de s'adapter à nous et de nous proposer des logements qui correspondent assez bien à la typologie de ce que l'on veut faire. Ça permet de sortir ces fameux 33% supplémentaires. Donc, voici quelques illustrations à CityDocs, à M-Square, à Molenbeek et le projet Nautica en bord de canal, avec des logements, ma foi, de très grande qualité quand même, même si le projet global a moins été investi au départ par nous et que ce sont sur des terrains qui ne nous appartenaient pas. Et puis, il y a les charges d'urbanisme. Le mécanisme des charges d'urbanisme qui n'est pas encore totalement parfait, mais qui n'existait pas avant pour le logement et qui permet à certains promoteurs des mécanismes incitatifs dans lesquels, pour ne pas devoir payer la charge d'urbanisme de 50 € au mètre carré sur le logement qu'il construit, peut, en nous proposant au moins 15% de logements à prix conventionné et dans lequel nous injectons le subside supplémentaire derrière, de sortir des logements. Et il y a un bon matching entre nous et les promoteurs parce que souvent, ce sont les logements qu'ils sont obligés de construire par leur permis qui sont les logements les plus grands parce que les pouvoirs publics, à raison, demandent des logements d'une certaine taille, mais qu'ils n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont un petit peu en dehors des bourses des familles qui pourraient pourtant les y investir. Et nous, ça nous arrange bien parce qu'en fait, c'est ces logements-là que l'on veut mettre sur le marché et pas des studios dans lesquels les personnes seraient condamnées à rester 20 ans. On veut au contraire des logements familiaux. Et donc, vous voyez certains projets, dont le projet Eaglestone, toujours à Anderlecht, le nom du canal. Et vous voyez de nouveau le projet M-Square, qui était dans la slide précédente, en bas au milieu. C'est le même projet, sauf qu'on a d'abord commencé avec 9 logements en charge d'urbanisme, et puis ils étaient tellement contents qu'ils nous ont carrément répondu à un appel à projet, et c'est une 60aine de logements dans une phase ultérieure qui sont sortis de cette manière-là. Donc, encore une fois, cette collaboration avec le secteur privé nous permet de sortir des logements accessibles et de qualité. Et puis, on a encore les missions déléguées. Donc, ça, ce sont des communes, souvent, qui n'ont pas forcément des services qui leur permettent de faire des projets complexes ou qui ont une relative envergure à leur niveau et qui nous demandent alors de construire des logements, éventuellement dans le cadre de projets mixtes, des projets à Saint-Gilles,
en bas à droite, dans lequel il y a également une crèche et un jardin public, des écoles, des choses comme ça, où les communes mettent à disposition du foncier qu'elles ont et nous demandent alors de venir construire pour elles des projets pour bénéficier quelque part de notre expertise et de notre overhead dans la gestion de ces projets. Bon alors, en quelques mots, pour quand même vous donner le système, donc les logements qui sont construits par CityDev, ce sont des logements qui sont à un prix maximum, qui aujourd'hui tourne autour de 1 600 € du mètre carré, c'est 1 500 € mais avec l'index. Et les personnes qui y ont accès ont des plafonds de revenus qui sont quand même assez généreux, puisqu'on parle pour une famille avec 2 enfants, par exemple, un ménage avec 2 enfants, vous arrivez à des revenus annuels bruts imposables de 67 000 €. Donc, on va toucher quand même une partie assez conséquente de la population bruxelloise, mais qui aujourd'hui a du mal à devenir propriétaire malgré ces revenus-là. Petite particularité, j'aime bien insister dessus parce qu'elle est à la fois anecdotique et à la fois pas du tout, mais je ne sais pas si elle a été pensée, mais on calcule les revenus du ménage d'une manière assez particulière. C'est dans les conditions de l'arrêté, ce n'est pas nous qui avons décidé ça, mais on considère que le second revenu du ménage ne compte que pour la moitié dans la prise en compte globale du revenu du ménage. Donc je m'explique, vous avez une personne qui gagne 30 000 € et une autre qui en gagne 15 000, bien, on va diviser les 15 000 en plus par 2. Et donc, pour calculer le revenu du ménage, ça va être 30 000 plus 7 500. Donc, le revenu global du ménage pris en considération pour nous, ce sera 37 500 et non 45 000. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça a en tout cas une conséquence, c'est que ça incite à l'équilibre des rémunérations dans le couple. Puisque si vous avez 2 membres du ménage qui ont des revenus relativement élevés, qui vont flirter avec les plafonds, en fait, elles vont pouvoir acquérir chez nous. Donc, imaginez 2 personnes dont les revenus sont de 40 000 €. Ça fait 40 000 plus, on prend le deuxième par hypothèse un peu inférieur, 20 000. Et donc, 40 plus 20 000, vous êtes à 60 000, vous êtes encore dans la limite. Par contre, si vous avez un ménage où une personne gagne 80 000 et l'autre 0, eh bien, vous êtes à 80 000 et donc vous êtes au-dessus de la limite et donc vous ne pouvez pas acquérir chez nous. Voilà. Donc, c'est un incitant volontaire, mais qui n'a jamais été remis en question depuis qu'il existe. Et puis, une fois que vous achetez chez nous, le but, c'est que vous y restiez. Donc, il y a une obligation de vous domicilier dans le logement pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, ce que vous pourrez faire avec ce logement sera limité. Donc, vous avez toujours des possibilités de revendre ou de relouer, mais il faut au minimum 5 ans. Donc, de toute façon, pendant 5 ans, c'est inaliénable, ça c'est très clair. Et puis, pendant les 15 années qui vont suivre, il y a des possibilités de louer et de revendre, mais à des conditions qui sont évidemment plafonnées, ce sont des clauses anti-spéculatives. Donc, pendant cette période-là, il n'est pas question que ce logement soit un instrument de revenu pour celui qui l'a acheté. Ça doit rester un instrument de logement accessible pour la population bruxelloise. C'est pour ça qu'on y a mis autant de subsides. Du point de vue du promoteur, lui, il doit respecter notre descriptif du logement, qui est un petit peu plus généreux que le RRU et qui a toujours cette volonté d'être un peu plus en amont de la législation et donc d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on construisait du passif depuis 2009. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut faire du zéro énergie. C'est pour ça que les tailles de nos logements sont un peu plus grandes que celles imposées par le RRU. Encore une fois, on va demander à des familles d'y rester pendant 20 ans. Donc, il y a cette idée que la qualité doit être essentielle. CityDev maintenant, c'est une recommandation du Conseil scientifique du logement, mais nous, tous nos logements, comme vous le voyez, ont des espaces extérieurs généreux. Parce qu'on pense, et on pensait ça depuis avant le Covid, que si on veut être bien en ville, il faut quand même avoir un espace extérieur individualisé. Après, on a aussi des espaces communs. C'est une des grandes forces que l'on essaie de mettre en avant, mais il faut aussi des espaces de qualité. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble. On va évidemment être toujours en amont sur les performances énergétiques, sur la gestion de l'eau, sur la biodiversité, sur les économies, les énergies renouvelables. Et donc, encore une fois, on utilise ces 30% de subsides pour être précurseur et pour tester des solutions innovantes, qui est en général à l'avantage des gens qui viennent acheter chez nous, parce qu'ils bénéficient effectivement d'innovations intéressantes. Et parfois un peu aussi à leur désavantage, parce que quand vous testez des solutions innovantes, vous avez des ratés innovants. Donc, j'ai un exemple, le premier chauffage urbain qu'on a fait à Bruxelles dans le quartier mixte Bervoets, à l'écoquartier Bervoets, pardon, son entretien, au départ, n'était pas évident, parce que comme c'était une nouvelle technologie appelée, elle n'était pas spécialement bien maîtrisée par les syndics.
Et donc, on a eu comme ça 2-3 ans le chauffage urbain qui tombe en panne. Donc, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas un appartement, c'est tout un quartier qui est privé de chauffage pendant l'hiver. Donc ça, vous en entendez quand même un petit peu parler, même si vous avez vendu des logements. Bon, voilà. Pareil, aujourd'hui, avec le recyclage des eaux grises à Tivoli, qui ne marche pas très bien, qui ne marche même pas du tout, mais on est en train de chercher des solutions. On essaye d'avoir ces espaces communs pour essayer de voir ce qui fonctionne en termes de cohésion sociale. D'abord parce qu'il y a des nécessités pour ranger vos vélos, voilà, les potagers urbains et les espaces verts. C'est très, très bien pour créer de la connexion entre les gens. Et puis également répondre à des besoins, voire même de manière relativement marginale, produire une partie de ce qu'on mange, ça a un impact important sur la qualité et l'attractivité du mode de vie urbain. On a des buanderies communes aussi dans pas mal de nos projets. Et si on peut en plus alimenter ces buanderies avec l'énergie et l'eau qui est récupérée par les bâtiments et par les sols, bien évidemment, ce sont des économies pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on essaye de se dire comment est-ce que ce que l'on a appris à faire à l'échelle de ces quartiers peut servir pour la ville de demain. Et voici quelques-unes des pistes sur lesquelles nous réfléchissons. Alors, on en a parlé d'entrée de jeu, ce fameux démembrement du droit de propriété qui a l'air d'exciter tous les intérêts de tout le monde, et a raison, je pense. Ça part d'un constat, c'est que le terrain est de plus en plus rare, de plus en plus cher, et donc le fait de le privatiser ou de le laisser au marché privé, ou dans notre cas, carrément de l'acheter avec de l'argent public et puis de le revendre pour le privatiser, fût-ce avec des conditions, mais conditions qui ne durent que 20 ans, c'est évidemment quelque chose de difficile. On le sait tellement que c'est difficile qu'on a arrêté de le faire très tôt avec les entreprises où on n'a jamais revendu ces terrains. Donc, cette voie vers la maîtrise foncière à long terme des terrains acquis par de l'argent public, elle est tracée. Elle est d'autant plus nécessaire que les terrains étant rares, ils sont aussi assez chers et que les besoins de la population continuent à croître. Parce que la population continue à croître. Encore une fois, on observe un ralentissement ces dernières années et il est un petit peu conjoncturel avec le Covid, mais la tendance globale, ça reste quand même à un accroissement constant de la population en région bruxelloise. Et donc, si vous ne fournissez pas des solutions, les conditions de vie ne peuvent que se détériorer. Or, comme ce terrain est rare et cher, la possibilité d'accès à la propriété devient de plus en plus compliquée. Si vous sortez le sol de cette équation, vous avez évidemment un bien qui est plus accessible. Vous vendez moins, puisque vous ne vendez pas le sol, donc vous obtenez moins, ça c'est clair. Mais vous payez moins aussi. Donc, vous êtes éventuellement admis à la possibilité de devenir acquéreur. Donc, vous connaissez, je ne vais pas faire un cours de droit sur les droits réels et sur le droit de propriété, mais donc vous savez que lorsque il y a une amphithéose ou une superficie, ce sont des droits qui ont une durée déterminée. Et donc, vous avez un trait foncier qui garde la propriété du terrain proprement dit, mais vous pouvez jouir de votre bien immobilier construit, de votre bâtiment, donc exactement comme un propriétaire, à cette différence près que vous ne pouvez pas totalement l'aliéner puisque vous n'êtes pas propriétaire du sol, donc vous ne pouvez céder que les droits que vous avez, et ces droits sont limités dans le temps. Et qu'au bout de cette période de temps, qui peut être assez longue, puisque l'amphithéose et même maintenant la superficie permettent d'aller jusqu'à 99 ans, vous avez cette possibilité quand même de vous loger toute votre vie. Là où les questions vont commencer à se poser, c'est si vous voulez malgré tout constituer une épargne, à un moment donné en revendant le bien, par exemple, alors qu'il ne reste que quelques années de droit réel à courir, là, il y en a aussi. Si vous avez l'ambition de transmettre ce bien de génération en génération, la limite dans le temps pose question. Et c'est vrai que même si on a des expériences de large échelle à l'étranger, et puis plus près de chez nous, à Louvain-la-Neuve, on n'est pas encore arrivé à ces fameux 99 ans. Donc, on verra bien comment les choses se passent à ce moment-là. Mais donc, ça reste une inconnue. Inconnue qui pose question d'ailleurs sur la psychologie. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à n'acheter qu'une amphithéose et pas un droit de propriété complet, vu les questions que ça pose pour leur épargne et pour la transmission potentielle
à leur héritier. Raison pour laquelle nous, on veut y aller pas à pas. On a commencé par le faire sous forme de projet pilote dans l'ancien contrat de gestion. Aujourd'hui, on s'est fixé comme but de me faire 20%. Et en particulier, ça va nous permettre d'arriver dans cette deuxième couronne où l'accessibilité du logement devient de plus en plus aiguë. Et donc là, on va clairement essayer de faire au moins un projet sur 5. Et donc, non seulement on doit faire 20%, mais on doit faire 20% dans plusieurs projets. Et 20% de ces projets doivent se situer en deuxième couronne. Donc vraiment, c'est un objectif très clair qui nous est demandé de participer à permettre à la population de la seconde couronne bruxelloise de voir les générations futures, ne pas nécessairement la quitter pour la périphérie bruxelloise. Donc, on est vraiment dans un enjeu d'accessibilité au logement ici. Après, bon, sur l'amphithéose proprement dite, il y a toujours des 1000 manières de régler les choses. D'abord parce que le droit vient de changer, ensuite parce que les dispositions du Code civil sont impératives pour certaines parties, mais beaucoup supplétives. Donc, en réalité, contractuellement, on procède par superficie ou par amphithéose, plus ou moins arriver à des résultats similaires. Mais la question qui va se poser, c'est toujours la même. C'est est-ce qu'on permet, oui ou non, à l'acquéreur de bénéficier de la plus-value que son bien va faire avec le temps? Et si oui, dans quelle mesure? Est-ce qu'on veut, non, au contraire, qu'il n'y ait pas de plus-value possible, c'est juste une possibilité de se loger de manière sereine et calme et stable pendant toute la durée d'une vie, mais qu'après ça, le bien doit être absolument remis sur le marché du logement accessible, encadré, public. Voilà, il y a moyen de mettre le curseur un petit peu où on veut. Et il faut à la fois le mettre de manière suffisamment haute pour que l'intérêt sociétal général soit maintenu dans le temps, et d'un autre côté, permettre aussi aux personnes qui rentrent dans ce système, non pas d'être comme des propriétaires normaux, ça ne sera pas le cas, mais pas forcément d'être non plus des propriétaires de deuxième ou de troisième zone qui n'ont pas du tout la possibilité de bénéficier de l'investissement quand même important qu'ils font, au même titre que d'autres qui prendraient ces risques-là dans d'autres zones et dans d'autres régions. Donc, en gros, rester attractif malgré tout. Voilà. Ce qu'on peut essayer de proposer aussi, et c'est très important, c'est évidemment de proposer des espaces et des aménités partagées. L'espace en ville sera toujours plus cher que l'espace en dehors de la ville, donc on ne pourra pas faire de concurrence de ce point de vue-là. Donc, ce qu'il faut, c'est proposer des services qui soient véritablement intéressants pour les gens et pas simplement subis. Pas du genre, voilà, j'ai pas de salle de réunion parce que j'ai pas les moyens d'en avoir une, donc je la partage. Non, non. Se dire, en fait, non, c'est sympa d'avoir une salle de réunion que je n'utilise que quand j'en ai besoin et que je peux partager avec d'autres. Idem pour des emplacements de parking, idem pour des potagers, idem pour des salles de jeu, idem pour des salles de sport, idem pour tout ce que l'on veut, dont on peut se rendre compte que non seulement on n'a pas besoin de l'avoir que à soi, non seulement on peut se délester du prix que ça coûte de le posséder que pour soi, de le détenir donc, mais aussi de l'entretenir, mais en plus de cela, de se dire que réellement, il y a un avantage à pouvoir le partager avec d'autres. Et cet avantage n'est pas que financier et pécuniaire, il est aussi social, humain. Et ça, c'est quelque chose voilà, pour lequel il faut vraiment produire des biens de qualité pour convaincre les gens d'y arriver. Donc, on teste ça donc, sur des projets pilotes, le démembrement de droit de propriété ou le logement de fonction. À Nova City, le projet à droite en haut, on va réserver 5 de nos logements en location à des personnes qui auront un travail dans les ateliers qui se trouvent au rez-de-chaussée, puisque ce sont des projets de mixité verticale. On a un projet d'habitat groupé dans Tivoli, c'est un bloc qu'on a laissé, et on a un projet de Community Land Trust en collaboration avec le CLTB, dans lequel on combine à la fois cette idée de démembrement du droit de propriété et cette idée d'espace partagé. Dans l'habitat groupé, il y a un espace partagé pour l'ensemble de l'immeuble et un espace partagé pour l'ensemble du quartier. Voilà. L'autre grand credo de CityDev, je regarde le temps qui me reste, encore une douzaine de minutes pour respecter le temps qui m'est imparti, c'est cette idée de mixité fonctionnelle. La plupart de nos projets aujourd'hui essayent de combiner ces différentes fonctions, en grande partie la fonction économique et la fonction résidentielle qui, au départ, dans l'urbanisme classique, s'excluaient. L'entreprise, ça fait du bruit, il faut la mettre en dehors de la ville ou dans des parties bien délimitées de la ville, et les résidentiels ailleurs. Puis, si ça se trouve, les bureaux, les équipements aussi encore ailleurs. Donc, c'est cette espèce de division de la charte d'Athènes dont on est totalement revenu. Ça crée des villes avec beaucoup de congestion automobile,
très peu de cohésion sociale, une vraie dualisation spatiale, et des quartiers qui sont compliqués une fois la nuit tombée, lorsque les habitants les ont quittés, ou des quartiers qui sont purement dortoirs et qui manquent un peu d'âme pendant la journée. Donc, il y a vraiment une idée de qualité. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine, au départ, elle a été pensée à CityDev uniquement avec le logement. Donc, on dit, on rénove la ville, OK, oui, comment? En construisant du logement de qualité. Très bien. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est on rénove la ville, comment? Pas seulement avec du logement. Aussi avec du commerce de proximité, ça semble une évidence, mais aussi des espaces publics de qualité, aussi des équipements, des crèches et des écoles, sinon ça ne va pas fonctionner pour les gens qui viennent vivre, et aussi des activités productives. Bien sûr que les activités productives doivent recevoir un traitement spécial pour qu'elles soient pas une source de nuisance. C'est vrai qu'en termes de charroi, en termes de bruit de production, en termes d'odeur, en termes de produits chimiques éventuellement utilisés là-dedans, les questions se posent, elles sont légitimes, mais il ne s'agit pas simplement de minimiser les nuisances, il s'agit véritablement d'en faire des atouts pour le quartier. Parce que ça va être des rez-de-chaussée qui vont être vivants, on va y voir des gens travailler pendant la journée, parfois très tôt le matin, parce que les services qu'ils vont proposer peuvent être utiles pour le quartier, parce que les gens du quartier peuvent trouver un débouché et un emploi dans ces endroits-là. Et en réalité, donc, ça ne devient plus simplement une nuisance à encadrer, ça devient une richesse supplémentaire. J'ai même parlé de supplément d'âme et de supplément d'identité. Voilà. Mais on a tous besoin de gens qui réparent des objets, qui réparent des vélos, qui en fabriquent, qui soient des plombiers, des microbrasseurs, des circuits courts, des menuisiers, des ferronniers, des artisans. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous de les trouver dans la ville et même au pied des immeubles. C'est vraiment un des créneaux forts qu'on retrouve dans tous nos projets, Citygate, Lion City, City Campus, North City, et demain, je l'espère, à la gare de l'Ouest. Alors voilà, là, le slide n'est pas dans le bon sens. C'est un des avantages du PowerPoint, mais si vous tournez votre tête à 90 degrés, vous verrez donc ces quatre projets, mais surtout Citygate, qui est le plus grand projet aujourd'hui de CityDev, 130 000 m² développés en 3 phases, avec la première phase qui est, il y a déjà un immeuble qui est complété et deux chantiers qui commencent pour le moment, marchandises et goujons. Et puis, il va y avoir la phase Citygate 2, qui est l'image ici en bas à droite, mais qui se trouverait en bas à gauche si la slide était dans le bon sens, où on va avoir 400 logements, 15 000 m² d'ateliers, une école primaire, une école secondaire, des espaces partagés, etc. Donc, on va avoir une véritable ville productive à cet endroit-là. Et puis, derrière, il va encore y avoir Citygate 3, qui se trouve là où il y a aujourd'hui l'ancienne usine d'emballage de Léonidas, où là aussi, il va y avoir un parc, également des surfaces productives au rez-de-chaussée et des logements conventionnés. J'ajoute que dans Goujon, il y a un centre de soins, que dans Marchadise, il y a un bâtiment à affectation multiple. Ça, c'est aussi une innovation. Donc, c'est un bâtiment où on va pouvoir trouver aux étages soit du logement, soit des activités productives. Donc, sur le plan de la construction, sur le plan du droit urbanistique, c'est un gros challenge. Et à la fin, voilà, 130 000 m² développés dans ce qui va s'appeler demain une entrée de la ville. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Citygate et non pour faire une référence à des scandales politico-immobiliers. Donc, voilà, ce sera véritablement l'entrée dans la ville. Ça commence déjà aujourd'hui. Alors, voilà, on a ce problème d'orientation qui va perdurer, je crains, sur la suite de la présentation. Ça, c'est le projet on l'appelle Lion City, en hommage au fait que c'est l'ancien site de production qui a été quitté par Deleuze, qui est en train d'être quitté progressivement par Deleuze, et dans lequel on va aussi faire un projet mixte, c'est-à-dire du logement, mais encore des espaces productifs. La volonté de la région et de la commune, c'est de conserver de l'emploi dans cette zone-là, mais de la rendre compatible avec le logement. Et on y installe pour l'instant notamment une sorte d'école du cirque, mais qui est bien plus qu'une école du cirque, qui est l'espace catastrophe et qui va fournir de l'emploi, mais également des débouchés culturels et récréatifs au quartier dans les années à venir. Désolé pour la verticalité, on n'avait pas vu jusque-là. Mais donc, City Campus, très, très novateur, à côté du CERIA. C'est novateur parce que c'est le premier projet en mixité verticale. Donc, ce sont des ateliers. Et le socle de ces ateliers, enfin, le sommet, le toit de ces ateliers va servir de socle à des logements étudiants. Et à côté de ça, il va y avoir des logements sociaux. Et donc, on va essayer évidemment que dans ce nouveau parc PME, il y ait des PME qui vont pouvoir travailler en synergie avec le CERIA. Donc, on imagine quand même dans la production alimentaire, en circuit court, évidemment. Et les logements étudiants, on pense aussi également que les besoins des hautes écoles à proximité vont fournir de la clientèle.
et également du logement social. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment les circulations au pied de cet immeuble de logements sociaux et étudiants, en fait c'est le toit des ateliers et qu'il y a une cour intérieure dans laquelle on va pouvoir limiter les nuisances du charroi de ces ateliers. Donc c'est un bel exemple de tentative d'intégration harmonieuse en verticalité. North City, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec Futurn et Inclusio. Au départ, ils sont venus nous voir pour nous demander de faire des logements. On était en ZEMU, donc cette fameuse zone dans laquelle on est incité à faire de la coexistence harmonieuse d'activités économiques et de logements. Et donc, comme Futurn était spécialisé dans les ateliers, ils avaient racheté le grand atelier Prémaman, et 10 000 mètres carrés quand même, et ils nous demandaient si on ne voulait pas, avec eux, faire les logements. En fait, nous, les logements ne nous intéressaient pas tellement dans cette zone-là, mais Inclusio était preneur pour faire donc du logement, j'imagine, en collaboration avec une AIS derrière. Mais par contre, une partie du parc PME nous intéressait. Donc, finalement, Futurn va faire développer une partie du parc PME. Nous, Clé sur Porte, un autre parc PME, ce qui est très, très important, puisque ces fameux parcs permettent justement à des artisans de trouver des espaces abordables, je dirais entre 60 et 85 euros du mètre carré, avec des hauteurs sous plafond, un équipement suffisamment brut que pour pouvoir y accueillir toute une série d'activités productives centrées autour de l'artisanat et qui s'intègrent bien dans les quartiers d'habitation. Et puis, voilà, un des grands chantiers régionaux, une zone d'intérêt régional dont j'espère qu'elle va devenir autre chose qu'une réserve biologique, puisqu'elle est une véritable barrière urbaine en plein milieu de la ville, alors qu'elle est reliée au réseau de communication, de transport de manière la plus dense possible, avec la station de la gare de l'Ouest et la station Bécante, donc une barrière urbaine issue des anciens travaux du métro et peut-être même de la jonction Nord-Midi, je ne sais plus, mais en tout cas un quartier terriblement mal organisé du point de vue urbanistique, avec une très grande concentration de logements sociaux d'un côté, cette barrière urbaine, et donc toutes les difficultés socio-économiques, sociales et de cohésion sociale qu'on a pu connaître, alors qu'en réalité, à partir de là, on peut redévelopper un quartier à l'image de ce que Bruxelles doit être demain, c'est-à-dire une ville accessible et mixte, c'est-à-dire qui permet la coexistence de ces différentes fonctions. Donc, on va s'y attacher. Bon, ça appartient à la SNCB, donc mais on vient de conclure un accord avec eux. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'on va déjà commencer par développer un parc en collaboration avec Bruxelles Environnement, avec une maîtrise foncière de 30 ans, un droit de superficie, donc pour un prix tout à fait cassé par la SNCB. Les phases ultérieures seront probablement un peu plus complexes, mais ça y est, on s'est retroussé les manches, et on peut espérer que dans les années qui viennent, ce quartier va se transformer. Il s'est déjà transformé à ses abords avec certains investissements. Il y a une tour qui a poussé, privée. Nous, juste derrière, on a un projet qui s'appelle le projet Go West. GO, ça fait Gare de l'Ouest. Je ne sais pas si on aime bien les petits boys. Et donc, ce quartier est déjà en train de… Et puis, il y a des projets privés, juste proximité, Belgian Land qui a sorti un projet juste là. Donc, du logement accessible dans les années qui viennent, mais également des équipements et, comme toujours, des activités. On revient à l'horizontale, avec la dernière notion dont je vais vous parler pendant les 3 minutes qui restent. Ça va aller assez vite. C'est que quand on travaille à cette échelle-là, et je viens de vous le dire pour la gare de l'Ouest et pour Citygate, on s'inscrit nécessairement dans le temps, dans un temps qui est long. Alors, j'ai plus de slides. À 42 sur 42. Malheureusement, mes derniers slides ne sont pas sortables. Ce n'est pas grave. J'avais des jolies images d'occupation temporaire à vous soumettre, mais elles ne sont pas présentes sur cette présentation PDF, peut-être jusqu'au bout. Et donc, l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est qu'on met du temps. Et ce n'est pas parce qu'on est nul et qu'on est une administration publique et qu'on s'en fout. C'est parce que ça met du temps d'acheter un terrain, une friche industrielle, de lui trouver une destination qui convienne à tout le monde, de résoudre les différents besoins que la ville… parce que c'est ça, l'urbanisme, c'est arbitrer en fait, les différents besoins des différents usagers. Et des conséquences aussi de ce que l'on crée, en matière de transport en commun, par exemple, en matière d'école ou de crèche, si vous avez de la population qui arrive,
en matière aussi d'activités qui doivent bien trouver une place quelque part, hein, quand vous devez faire une station d'épuration ou un recypark, ça prend de la place, il faut bien la trouver en ville. Hein. C'est de réussir à intégrer toutes ces fonctions-là. Donc cet arbitrage-là, il prend du temps et il est de nature politique dans le bon sens du terme. C'est normal que les élus locaux et régionaux, au sein même des gouvernements, débattent parfois longtemps d'une formule qui tienne la route. Et puis en plus, comme on est dans un régime participatif, on va laisser la possibilité aux gens de s'en préoccuper et aux associations de donner leur avis. Et donc au bout de ce débat-là, vous avez une feuille de route, ça a déjà mis un peu de temps, et puis vous devez développer le projet. Il faut trouver financièrement le moyen de le faire et de trouver un équilibre économique qui tienne la route, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que, bon, parfois, on peut faire de la planification généreuse. Hein. C'est sympa de faire des piscines et des crèches et des écoles. En général, les gens sont d'accord. Après, il faut quand même trouver les moyens de les financer. Ce n'est pas forcément rentable. Le logement social ou le logement accessible, par définition, le logement accessible, il n'est pas rentable puisqu'il coûte 30% de son coût de construction ou contribuable. Et puis, une fois que vous avez trouvé les moyens financiers de le faire, vous devez faire des marchés publics. Ça prend du temps, les marchés publics. Il faut sélectionner la meilleure personne. Il faut tenir compte de l'ensemble des questions qui se posent. Il n'y a pas que le prix, il y a la qualité architecturale, la qualité urbanistique. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur c'est quoi la qualité architecturale et la qualité urbanistique. Et donc, il faut trouver des process au bout desquels on a une objectivation de ce que c'est et l'attribution du marché, et puis que ces process soient suffisamment respectés et respectables pour ne pas donner lieu à des recours. Sinon, ça prend encore un peu plus de temps. Et puis, last but not least, il faut s'occuper du chantier proprement dit, et donc obtenir des permis. Ça aussi, parfois, ça prend du temps, même pour nous. Et puis, il faut lancer le chantier. Souvent, il faut dépolluer. Souvent, on a des mauvaises surprises, des retards. Et puis parfois, on a des pandémies mondiales et ça prend encore plus de temps. Bref, je vous dis tout ça pour vous dire que entre le moment où vous achetez une énorme surface dans la ville et que vous vous lancez dans un grand brainstorming pour savoir ce que vous allez faire comme ville idéale, et le moment où le dernier habitant ou le dernier commerçant prend possession de son espace pour ouvrir son café, loger sa famille, accueillir ses élèves, lancer la production de ses tables, je ne sais pas, il se passe du temps. C'est normal. Il faut l'accepter. Ça prend 10 à 15 ans, même si vous faites tout parfaitement. Et c'est dommage qu'il ne se passe rien pendant ces 10 à 15 ans. C'est ce qui s'est passé pour Tivoli. Les slides que j'avais prévu de vous montrer montraient comment le terrain était resté en friche pendant longtemps. Et ça a été le temps de la négociation, de la délibération d'un projet abandonné, puis d'un autre projet, d'une première attribution, puis d'un recours, et puis d'une seconde attribution, puis d'un autre menace de recours, et puis d'un marché public, et puis d'une délivrance de permis, etc., etc. Mais quand vous habitez dans le quartier, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais il n'y a rien. Et ça, c'est dommage. Donc, on s'est rendu compte, et on avait fait des petits essais avec Tivoli, je crois qu'on avait une école, on a eu un cirque qui est venu là, donc quand même, on a eu même un supermarché, je pense, un hard discounter qui a utilisé quand même un petit peu l'espace dans les derniers temps, mais globalement, il y a moyen de faire mieux. C'est ce qu'on fait sur Citygate. On a fait un appel à projet pour l'occupation de cette usine de 20 000 m² pendant le temps du développement, dont on savait très bien que ça durait entre 2 et 5 ans. Et on ne s'est pas trompé, puisqu'on en est maintenant, on a attribué le projet, mais le projet d'auteur de marché, mais encore à devoir demander le permis. Et en attendant, on a installé un opérateur qui a rendu ces espaces utilisables, intérieurs et extérieurs. Donc, il a investi de l'argent là-dedans, qui a proposé un modèle de gouvernance dans lequel on était sûr qu'on n'était pas dans de l'exploitation de la misère humaine, mais qu'on était bien dans un projet généreux. On a obtenu les autorisations nécessaires et aujourd'hui, vous avez un organisateur de festivals de musique, Volta, vous avez un potager urbain, Sky Farms, vous avez un skatepark indoor et outdoor, Beer and Skate, vous avez de l'escalade en bloc avec la petite île, et puis vous avez des ateliers avec des menuisiers, des ferronniers, un Fab Lab, des fabricants, on a eu des fabricants, des chocolatiers, etc., qui, certains d'entre eux d'ailleurs, ça marchait tellement bien qu'ils se sont installés depuis dans des parcs PME en pérenne, ce qui fait qu'en fait, ils ont pu lancer leur activité là. Et ça crée de l'animation pour le quartier. Donc, à la fois, vous faites du placemaking, vous faites votre métier de rénover la ville avant les 15 ans que prend le projet. Donc, ce n'est pas seulement, moi je dis souvent, cette idée, ce n'est pas la société de développement régional de dans 15 ans,
et la société de développement régional de dans 15 ans, de dans 30 ans, mais aussi de dans l'année prochaine. Et il faut qu'il se passe des choses. Et donc, vous faites ça, vous rénovez, et puis vous rendez des services à la ville que vous êtes censé rendre, puisque, comme je dis, nous, on est là pour fournir des espaces. Et donc, si des activités économiques, créatives, professionnelles, éducatives peuvent trouver leur place avec cet urbanisme tactique, c'est tant mieux. Et elles participent déjà à la renaissance du quartier. Un jour, peut-être, elles participeront même à la conception des projets. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que souvent, quand on achète le projet, on a déjà un plan en tête, ce qui nous permet de trouver des financements pour le faire. Et donc, tout changer parce que finalement, on avait une bonne idée avec l'occupation temporaire, donc on va plutôt faire ça. C'est un peu compliqué et en général, les prix ne le permettent pas. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui nous disent aujourd'hui, quand je dis des gens, je parle de mes filles, ils me disent « Oh, mais papa, pourquoi est-ce que tu vas casser le skatepark? C'est génial. » Oui, bon, okay, on a payé 7,5 millions ce bâtiment, ça fait un peu cher le skatepark. En attendant, par contre, pendant le temps du développement, c'est de l'argent gagné. Enfin, nous, ça ne nous coûte rien. C'est même des économies en termes de gestion du bâtiment. Et ça permet à ce skatepark de grandir, d'offrir un service à la population locale, de participer à la rénovation du quartier, de faire aussi que les gens ont une adhésion par rapport au projet globalement. C'est une tactique qu'il faut manier avec prudence, parce qu'il faut à la fois embarquer les gens avec vous et leur montrer qu'on est là pour eux, en fait, parce que nous, notre métier, c'est ça, c'est d'être là pour les gens et pour les quartiers. Après, si vous leur proposez en temporaire quelque chose qui leur plaît tellement qu'ils n'ont plus envie de voir ce qui vient derrière, vous vous tirez un peu une balle dans le pied. Donc, il faut toujours faire attention à cela également. C'est une des sources d'anxiété quand on fait ce métier. Et les occupations temporaires, c'est très, très, très épanouissant, mais on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux blancs. J'ai tendance à dire que c'est rock'n'roll, mais que c'est souvent Highway to Hell avant que ça devienne Stairway to Heaven. Et voilà, parce que c'est aussi dans la gestion de bâtiments de ce type-là, des coups de fil le vendredi soir pour vous dire que non, le festival ne peut pas avoir lieu demain parce que les pompiers n'ont pas donné de autorisation. Ou bien, tiens, on a été squatté par des transmigrants, qu'est-ce qu'on fait? Ou la chaudière est tombée en panne, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est souvent le vendredi soir. Voilà, donc, et puis au moment où il faut partir, parce que les derrière arrivent, vous êtes face à des situations qui sont souvent compliquées parce que telle école, tel accueil pour sans-abri, tel skatepark n'a pas nécessairement pu anticiper les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer une vraie compétence au sein des institutions publiques qui sont amenées à gérer du patrimoine. Et c'est l'idée du gouvernement avec un guichet dans lequel CityDev sera un des deux chevilles ouvrières avec perspective. Et nous, véritablement, sur la compétence opérationnelle, parce qu'on a le patrimoine qui nous permet de pouvoir faire des vases communicants. Mais c'est un jeu de vases communicants permanent. Donc, ce sera des cheveux blancs, tout le monde jusqu'à la fin du temps. Voilà. Mais comme on a l'ambition de continuer à faire des projets pendant encore très, très longtemps, on n'est pas trop inquiet là-dessus. Mais donc, c'est une cellule qui se professionnalise et qui est de plus en plus sollicitée, mais de plus en plus à même de fournir des solutions. Voilà ce que je pense que je pouvais vous dire à ce stade sur ces différentes questions. Et je pense que j'ai fait mon temps. Donc, je vais arrêter de partager mon écran qui ne bouge plus. Juste pour vous dire que ce que vous avez à l'image, là, c'est une image de Citygate 2 qui sera terminée, c'est-à-dire dans quelques années encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'arrête de partager mon écran. Dans le chat, je suggère de les partager. Alors, il y avait une question d'ailleurs qui était d'ailleurs une des miennes aussi, c'est la première. Tu disais donc, Benjamin, que vous tournez, CityDev se tournait vers la seconde couronne. Et un de vos objectifs, c'était aussi de vos missions, c'était de pouvoir réaliser une part de logements sociaux. Et donc, c'est Marie Bral qui pose la question, qui demande est-ce que CityDev envisage-t-elle déjà des projets en seconde couronne et vise un certain pourcentage en termes de logements sociaux? Est-ce que vous avez un quota minimum de logements sociaux que vous souhaitez atteindre annuellement? Et alors, par ailleurs, elle pose également comme question celle de la recherche de terrain en seconde couronne, qui est plus difficile, qui est plus cher. Et donc, elle se demande s'il y a une stratégie que CityDev entend mettre en œuvre par rapport à cette recherche. Bien. Alors, je vois que en plus, je vois que j'ai mon ancien président de conseil d'administration parmi les auditeurs. Donc, il sait que nous avons une stratégie parce que je pense qu'elle a été arrêtée à son époque. Et donc, très clairement, donc il y a la stratégie, c'est d'avoir la volonté d'aller en seconde couronne, ce qui n'était pas une évidence, puisqu'au début, on était surtout cantonné dans la zone de rénovation urbaine. Donc, le simple fait de dire que oui, on va s'y attaquer, c'est pas une stratégie. L'idée que justement l'amphithéose doit nous permettre
plus facilement de concevoir des projets qui restent dans les purs classiques du logement CityDev. Hein, c'était l'accessoire évident, parce qu'à moins d'aller sur des terrains publics qui se trouveraient historiquement en seconde couronne et qui alors n'auraient pas cet obstacle du prix, il y a d'autres obstacles, hein, je pense aux Dames Blanches en particulier, mais ce n'est pas un obstacle du prix. Le champ des Clyde, par exemple. Mais c'est justement de permettre, malgré tout, de concevoir des projets dans lesquels le foncier n'est pas à charge de celui qui va venir habiter. Et par ailleurs, vu le sacrifice consenti relativement important, plus important qu'en première couronne, ça justifie d'autant plus qu'il reste dans les mains des pouvoirs publics, ce que permet le mécanisme de l'amphithéose. Alors, dans les chiffres que je vous ai cités au tout début, dans le contrat de gestion, aujourd'hui, on nous dit 20% de nos projets doivent être des projets d'amphithéose, enfin de nos logements, et ça doit être au moins 2 projets. Donc, ce n'est pas l'histoire de nous faire un grand ensemble avec 200 logements, hein, parce que 20% de 1000, ça fait 200, avec 200 logements pile poil en amphithéose. Non, c'est sur au moins 2 projets. Et puis par ailleurs, notre contrat de gestion nous dit 20% des logements que vous allez construire, qu'ils soient en amphithéose ou non, ça doit être en seconde couronne. Comme je vous l'ai dit, il y a encore moyen de trouver des terrains en seconde couronne à des prix pas chers s'ils appartiennent à des pouvoirs publics. Donc, on pourrait imaginer qu'on fasse un projet en seconde couronne classique. Si on doit acquérir le terrain, par contre, il y a peu de chances, ou quelqu'un qui serait particulièrement généreux, ça peut arriver aussi, mais globalement, c'est plus compliqué de l'envisager. Par contre, la question qui consiste à demander si on a des quotas de logements sociaux, la réponse est non. En amphithéose, certainement pas. Si on fait de l'amphithéose, nous, c'est pour faire une accession au droit de propriété, donc on n'est pas dans du locatif social, donc de toute manière, ce n'est pas des logements sociaux qui bénéficieront des mécanismes de l'amphithéose. Ce sont des logements conventionnés d'une nouvelle sorte, avec un démembrement du droit de propriété. Mais on peut aussi construire des logements sociaux qui sont alors quelque part vendus à prix coûtant, soit à la CISP, qui va les gérer en collaboration avec la SLRB. Hein, c'est ce qu'on a fait dans Compass, c'est ce qu'on a fait dans Tivoli Green City, c'est ce qu'on s'apprête à faire à Bridge City. On a des projets dans les cartons. Et là, on n'a pas de proportion a priori. En général, selon les lieux, les pouvoirs publics vont nous imposer des choses. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui, quand CityDev achetait un terrain, on avait une tendance naturelle, un incitant naturel à essayer de faire le moins de logements sociaux possible, puisque tous les logements sociaux qu'on construirait prendraient la place de logements conventionnés, et donc ça nous éloignait, nous, de nos objectifs. Hein, tandis que maintenant, comme ils sont compris dans les objectifs de 1000 logements, je n'ai plus cet incitant négatif à ne pas faire de logements sociaux. Voilà. J'ai même un incitant positif, puisque le logement social, il ne coûte pas au budget de CityDev, il coûte au budget de la SLRB. Il y a un budget beaucoup plus conséquent que nous. Hein. Les moyens de la SLRB n'ont rien à voir avec ceux de CityDev. Les difficultés de la SLRB ne sont pas des difficultés financières, à ma connaissance, ce sont des difficultés de pouvoir faire des projets de logements sociaux qui soient acceptés dans les communes où ils veulent les faire. C'est très, très différent. Voilà, donc ce sera en fonction du cas par cas. Mais, par exemple, sur la gare de l'Ouest, le PAD qui vient de sortir ne prévoit pas une proportion de logements sociaux ou de logements CityDev. Donc, on va devoir la négocier. Mais c'est souvent projet par projet que ça se discute. Nous, en tout cas, on est très preneurs de faire du logement social à côté du logement conventionné, parce qu'on aime bien cette idée de mixité sociale, parce que, comme je dis, elle encadre la gentrification de manière très efficace, qu'elle permet de répondre à des besoins de la ville. Donc, si on peut aider, nous, à répondre à des besoins de la ville, voilà, en dehors même de notre scope d'activité, on n'a plus cet incitant négatif par rapport à nos propres KPI, et globalement, budgétairement, c'est pas inintéressant. Et plus on pourra faire des collaborations avec la SLRB, mieux on se portera. Et on commence d'ailleurs à discuter avec eux sur leur programme. Je pense à un exemple, mais il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un jury du 101e%. Donc c'est intéressant sur Tivoli, parce que normalement, c'est pour le logement social. Donc, ils ont un budget du 101e% sur le budget du logement social qui représente un tiers de Tivoli. Nous, on s'est dit, attendez, si ça doit être dans l'espace public, vu qu'il n'y a pas que du logement social, faisons en sorte que les autres habitants aient leur mot à dire et puissent participer aussi. C'est-à-dire que pour ça que CityDev devrait investir. Et puis, bon, par ailleurs, on a des budgets qui commencent à être intéressants. Parce que Tivoli, globalement, c'est un budget global de 100 millions d'euros. Donc 1% de ça commence à pouvoir faire des œuvres d'art qui tiennent la route, quoi. Voilà, mais cette collaboration et cette intégration des deux, le fait qu'on ne puisse pas pointer tel building, c'est du logement social, tel quartier, etc., c'est essentiel aussi à l'équilibre de la ville. Donc, on est demandeur de ça.
Alors, j'ai encore une question d'Esther d'Esther de Lilo, qui demande quelle est la liste d'attente des futurs propriétaires chez CityDev? Alors, c'est une excellente question et sur le plan du vocabulaire, je suis obligé de rectifier le mot liste d'attente parce qu'on est très à cheval là-dessus. Donc, on a évidemment un nombre d'acquéreurs important, hein, en gros qui tourne entre, en général, selon les moments de toilettage de cette liste, entre 8 et 12 000 candidats acquéreurs. Mais évidemment, ce n'est pas une liste d'attente. Parce que si c'était une liste d'attente, à 200 logements par an, vous faites les maths avec moi, quand vous êtes 10 millième, ça fait beaucoup d'années à attendre. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est que pour être candidat acquéreur, il faut s'inscrire et puis il faut répondre aux conditions le jour où on vous propose un bien. Donc, on a déjà une partie des personnes qui sont là qui ne sont plus nécessairement encore intéressées ou qui ne sont plus dans les conditions. Voilà. Raison pour laquelle on met à jour cette base de données de manière la plus régulière possible et en fonction aussi de l'efficacité de notre matériel informatique, qui a parfois posé des questions, et des changements de législation sur le reste des bases disponibles. Et globalement, en général, après un nettoyage de la base, on retombe à 7-8 000 et puis elle remonte rapidement au-dessus de 11-12 000. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés par certains projets qu'on propose. Et donc, on va jusqu'au bout de cette liste, parfois. Comment ça fonctionne? C'est qu'en gros, on envoie un mail aux 1000 premières personnes en leur disant, voilà, on a un projet qui sort à Tivoli. Si vous êtes intéressé, oui, non, c'est à Laken. Et puis, on voit le nombre de réponses. Et puis, on fait une journée, on invite une 50aine de personnes. Et puis, on continue jusqu'à ce que tout soit vendu. En général, on vend tout avant que le chantier ne commence. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, on peut aller très loin dans la liste pour peu qu'il y ait beaucoup de logements et que le quartier ne soit pas encore un quartier spécialement évident. C'est clair que quand on fait un petit projet, là, le projet à Saint-Gilles de 12 logements avec une crèche et un parc rue Hôtel-des-Monnaies, je pense que les 12 premières personnes qu'on va appeler, elles vont dire OK. Donc, parfois, il y a des gens qui attendent très longtemps parce qu'elles laissent passer leur tour. Donc, elles disent non, c'est plus m'intéresse. Et alors, elles se retrouvent idéalement placées pour quand un projet qui correspond exactement à leurs attentes, parce qu'elles ont toujours voulu habiter à Jette, par exemple. Et alors, on a parfois des gens qui ont attendu 9 ans. Parfois, on a des gens qui ont inscrit leurs enfants à 18 ans. Et c'est le jour où l'opportunité est arrivée, c'est pas pressé. Voilà. Et puis, parfois, dans des projets compliqués, je pense à Matériaux, par exemple, un projet Pure Game sur le canal, où il y avait un nombre important de logements, je crois qu'il y en avait 120. 118. En fait, il y a des gens qui étaient inscrits depuis à peine un an, qui ont eu la possibilité d'acheter. Donc, voilà, ce n'est pas une liste d'attente, mais il y a entre 8 et 12 000 personnes dessus. Et pour nous, c'était important pour discuter avec les promoteurs parce qu'ils savent qu'il y a quand même une base de demande tellement ciblée, tellement importante que la possibilité de ne pas commercialiser le bien sur plan est de l'ordre du zéro absolu. Donc, ça nous permet de négocier les primes de risque le plus bas possible quand on y arrive. Merci. Alors, je continue dans les questions. Marie Brel avait encore une question quand on parlait justement donc, du démembrement du droit de propriété. Je suis méfiant, c'est Marie Bral ou c'est Marie Dubral? Ben, c'est une bonne question. Dubral. Ah, voilà. Ah, Marie Dubral, d'accord. Je relève mon niveau de méfiance. Je plaisante. Alors, donc, Marie, tu demandais encore, donc effectivement, donc Benjamin expliquait que un des problèmes, évidemment, du démembrement du droit de propriété, c'était l'impossibilité de le transmettre aux héritiers, étant donné qu'il était limité dans le temps. Et Marie disait, justement, si cette stratégie de démembrement a été choisie, c'est bien pour réduire le prix d'achat et rendre le projet plus attractif. Et donc, elle se demande quel poids CityDev donne à ce possible argument de vente dans ces scénarios. Mais donc, pour l'instant, on a deux projets pilotes, hein, un avec le Community Land Trust et l'autre avec l'habitat groupé, pour lequel ça n'a pas été un vrai souci. Mais bon, il y avait cette dimension supplémentaire dans l'habitat groupé qu'il fallait créer une communauté. Donc, il a fallu un peu déroger aussi d'ailleurs à nos règles, hein, puisque si vous avez une base de 9000 personnes sur une liste d'attente, elles n'ont pas forcément prévu de partager un salon et une cuisine commune. Donc, on a dû un tout petit peu expérimenter, hein, si c'était nécessaire, et déroger à certains principes de base. Mais ça n'a pas été un énorme souci parce qu'il y avait un volontarisme dès le départ. La crainte que nous, on a, parce que les projets ne sont pas encore sortis de terre, hein, on va commencer maintenant
au Val d'Or, rue Marcel-Thierry, donc dans ce point-là, à Woluwe Saint-Lambert, avec un projet, également en collaboration avec le CPS de Woluwe, même si l'annonce officielle sera en courant du mois de juillet. Mais bon, le terrain, par contre, il est à nous depuis longtemps, donc on sait qu'on va faire ça. La raison pour laquelle on a voulu y aller par palier, c'est parce qu'on a peur de cette psychologie. Donc, effectivement, on peut dire que ça rend le projet attractif dans le sens où ça le rend moins cher. Mais jusqu'à présent, nous, on sortait nos projets de toute façon avec des prix plafonnés. Donc, la grande différence, ce n'est pas le prix, c'est ce que vous allez avoir pour le prix. Donc, aujourd'hui, en gros, je vous propose soit un appartement à 1 500 € du mètre carré, largement en dessous du prix du marché, mais dans un ancien zoning à Anderlecht ou à Neder-Overbeek, et vous êtes propriétaire total avec 20 ans de conventionnement, ou bien, toujours pour 1 500 € du mètre carré, une amphithéose limitée dans le temps, mais dans un endroit où on n'aurait pas pu développer un projet comme celui-là, c'est-à-dire, par exemple, en seconde couronne, à Woluwe, etc. Donc, c'est ça qui change. Quel est l'impact que ça va avoir sur les gens qui vont le vendre? On ne sait pas. Nous, on a une base qui est de 9000 personnes, enfin, je vous l'ai dit. Donc, les gens qui se sont inscrits, ils l'ont fait à une époque où on ne parlait pas de démembrement de droit de propriété. Donc, leur idée, ça reste quand même toujours full monty, quoi. Est-ce qu'ils vont se dire, OK, j'abandonne cette idée que j'avais de la pleine propriété pour avoir une amphithéose, mais ce projet-là me plaît tellement à cet endroit-là que je fais? On ne sait pas. Est-ce que des nouvelles personnes vont venir pour ça? Finalement, l'amphithéose, ça interroge la relation à la propriété. Le présupposé de base des années 80-90 et qui est encore dans les études aujourd'hui. Hein. Si vous lisez, moi je suis membre de l'Urban Land Institute, les dernières livraisons de l'Urban Land Institute concernent beaucoup les États-Unis. C'est d'abord le focus le plus important, c'est l'accessibilité du logement. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui pose question dans l'immobilier en Occident, hein, je pense qu'on peut le dire. Et de ce côté-là, on réfléchit donc à la manière dont on va pouvoir encore se loger de manière stable, sans être à la merci d'un propriétaire qui augmente les loyers, etc. Donc, c'est la stabilité du logement. Ce n'est pas nécessairement l'investissement. C'est cette stabilité qui est importante parce qu'elle n'est plus garantie dans un marché aussi tendu aujourd'hui. On connaît tous les exemples des villes proches de nous, hein, mais en France en particulier, où les prix de location où les prix d'achat sont absolument intenables et où les conditions pour pouvoir devenir locataire sont parfois assez dingues aussi. Et puis si on va plus loin, jusqu'à la Silicon Valley, là, on entend des légendes urbaines encore plus incroyables que cela, où des gens qui ont des jobs extrêmement rémunérateurs n'arrivent plus à avoir un accès au logement et dorment dans des roulottes. Enfin, on en est là, quoi. Hein. Donc, effectivement, cette idée d'amphithéose, elle permet de continuer plus longtemps à offrir des solutions. Mais il y a peut-être un frein psychologique qui fait que des personnes qui voulaient la pleine propriété, qui se disaient, moi j'achète des briques et puis je constitue ma dynastie à partir de là, je transmets le terrain, hein, c'est quand même quelque chose d'assez atavique chez l'être humain, donc là dans le monde moderne capitaliste. Et donc, est-ce qu'on ne va pas casser l'outil? Raison pour laquelle on veut y aller par palier et pas du jour au lendemain passer qu'à l'amphithéose. Donc, parce qu'on pense quand même que la construction de logements accessibles, publics et de qualité doit continuer. Donc, on a toujours voulu garder ce rythme de 1000 qu'on nous a imposé il y a 8 ans et qu'on veut garder. Et donc, l'idée, c'est continuer à produire 1000 et puis s'orienter progressivement vers ce démembrement du droit de propriété et les avantages qu'il confère, à savoir donc ne pas répercuter la totalité du coût sur celui qui va occuper le logement, puisqu'on soustrait la valeur du terrain, et également pérenniser l'objet d'intérêt général du logement dans le temps, au-delà des 20 ans du conventionnement, et donc offrir un retour sur investissement sociétal plus long à celui qui paye, hein, c'est-à-dire le contribuable. Merci. Alors, tu as abordé également le guichet sur l'occupation temporaire. Et donc, Claire de Lilo se demandait finalement quelles sont les missions de ce guichet. Et Esther de Lilo aussi disait, est-ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs à un moment donné une idée d'établir en partenariat avec Perspective un cadastre des espaces vides et aussi une gestion du coup de l'occupation de ces espaces vides? C'est exactement ça l'idée. Donc, c'est un partenariat avec Perspective. Et clairement, la répartition des rôles est assez
assez facile à comprendre. Perspective étant dans l'observation urbaine, va être chargé effectivement de répertorier les espaces, de les rendre accessibles, rendre l'information accessible. Il y a la gestion d'un site internet, centraliser les demandes également, hein, pour qu'il y ait l'idée de guichet unique, hein, qui est très à la mode dans la simplification administrative, mais qui n'est plus qu'une mode, hein, qui est une nécessité. Voilà, donc c'est plutôt ça le rôle de perspective dans ce guichet. Et puis opérationnellement, comme je vous l'ai dit, les occupations temporaires, c'est un job de terrain. Il n'y a pas deux projets les mêmes, quoi, hein. Selon que vous êtes vous-même propriétaire du bien ou que vous le gérez pour autrui, selon que vous le gérez vous-même votre bien ou que vous le confiez en gestion à quelqu'un d'autre, selon que vous essayez de répondre à un besoin plutôt qu'à un autre, parce que depuis qu'on parle de faire des occupations temporaires, nous, on a maintenant des ministères qui nous appellent en disant non, mais la priorité, ça doit être les écoles. Ah, mais non, la priorité, ça doit être le logement. La priorité, c'est les sans-abri. Ah oui, attendez, il n'y a plus d'espace pour les artisans. Ah non, mais la priorité, c'est… Bon, bref, tout est prioritaire. Donc, il faut pouvoir arbitrer ça. Et il faut pouvoir, en tout cas, faire ce jeu de chaises musicales. Et ça, nous, on a vraiment, je crois, maintenant une compétence de terrain qui est essentielle et qui dépasse justement l'intention théorique. C'est super, hein, l'urbanisme tactique, d'abord, c'est magnifique comme mot. On a l'impression de jouer à un jeu de société, et puis on vous montre des images. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu vous les montrer, mais en général, je suis très fier, hein. Vous avez des types en train d'escalader des murs, des gens en train de fabriquer des objets, des gens en train de brasser leur micro-brasserie. C'est vraiment très, très agréable à montrer. Et puis aussi des besoins sociaux avec des accueils de migrants ou des dispositifs hivernaux. Donc, c'est très riche. Mais dans les faits, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est un cauchemar parce que vous avez des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens, et puis il y a cette précarité qui est à double sens, hein. Ils peuvent s'arrêter du jour au lendemain, et donc vous vous retrouvez à devoir reprendre la gestion du bien. Quelque part, vous détournez l'utilisation initiale, qui est une manière très circulaire de réfléchir à l'économie, et c'est très bien, mais de bâtiments qui n'ont pas toujours été prévus pour être modulaires. Et donc, honnêtement, si vous n'avez pas un organisme spécialisé là-dedans, qui peut à la fois gérer par le volume de son portefeuille, mais aussi par le volume de ses compétences de terrain, ça reste une belle idée, mais qui reste très théorique. Et donc, je crois que l'association Perspective CityDev, elle est l'association de cette volonté de connaissance territoriale globale, avec cette volonté de faire un cadastre qui est utile, mais qui fait un peu peur, hein, parce que qui dit cadastre dit partage de l'information, dit droit de réquisition. Et selon que ce soit les écoles ou les sans-abri ou l'activité productive qui est le dessus du pavé, voilà. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne réquisitionner les patrimoines immobiliers de CityDev. C'est déjà parfois des arbitrages compliqués en interne de CityDev, hein. Je peux vous dire que quand vous expliquez au service commercial de l'expansion économique, donc il doit trouver des entreprises qui viennent s'installer à Bruxelles, que leur terrain là, sur lequel il n'y a rien, on va aller y mettre des sans-abri ou un terrain de skate. Ils ne sont pas toujours hyper ouverts non plus, hein, pour dire le moins. Donc voilà, mais c'est ça l'idée. Il y a même, je pense, Urban qui va jouer un rôle dans le cadre de ce guichet, puisqu'on se rend compte aussi que les règles de l'urbanisme doivent pouvoir potentiellement être adaptées à cette nouvelle réalité, puisque moi j'ai coutume de dire, je suis juriste, que l'urbanisme, c'est un peu le droit de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, parce que ça doit durer longtemps, hein, et donc il faut bien réfléchir à tout. Il faut bien réfléchir à l'accessibilité, il faut bien réfléchir au transport, il faut bien réfléchir aux ombres portées, à l'imperméabilisation des sols, à l'aspect esthétique des choses, enfin au statut symbolique. Enfin, il y a énormément de choses à réfléchir puisqu'on construit pour 1000 ans. Hein, et donc, permis, sécurité, permis, temps. L'occupation temporaire, c'est justement pendant le temps d'étude du projet, il faut pouvoir faire les choses vite. Donc, on ne peut pas avoir les règles classiques, sinon c'est antinomique, c'est un oxymore en soi. Donc, il faut déroger. Mais il faut déroger d'une manière qui soit pas non plus une manière de détourner les principes de l'urbanisme et en gros, faire du temporaire définitif et contourner les règles de l'urbanisme et d'aller faire des bureaux là où on ne pouvait pas en faire, des usines là où on ne pouvait pas en faire, etc. Enfin, vous m'avez compris. Raison pour laquelle il faut à la fois que les règles de l'urbanisme soient adapté, mais qu'il y a un encadrement. Et je pense que les mieux à même de faire cet encadrement, de le garantir, ce sont les pouvoirs publics, même si on a un terreau associatif assez dynamique. Il faut reconnaître, hein, avec des associations, je pense à Comuna en particulier, ou à Fébule, enfin, qui essaient de remplir ces besoins-là. Mais je pense que l'intermédiation d'un pouvoir public, même en collaboration avec ces associations,
permet de garantir que l'intérêt général est toujours au centre du projet. Non pas qu'on est plus malin, mais on est plus soumis au contrôle démocratique. Et pour médias qu'il soit, le contrôle démocratique reste encore le seul contrôle populaire réel possible. Oui, c'est la question que j'allais te poser d'ailleurs. Finalement, tu parles d'une collaboration entre acteurs publics, Urban Perspective, CityDev, et finalement, quid de la place des associations dans ce guichet. Je pense que l'idée, ça va être d'animer un réseau, hein, et je pense que voilà, un réseau, ça doit fonctionner avec une volonté de collaborer, de trouver des opportunités. Ces associations vont pouvoir trouver, grâce à ça, des lieux dans lesquels elles pourront elles-mêmes devenir gestionnaires, parce qu'il y a des gestionnaires qui se spécialisent là-dedans, des gestionnaires associatifs, non marchands, aussi des gestionnaires marchands. Nous, on travaille avec certains acteurs marchands. Ce n'est pas une honte, parce que tant que nous, on est là pour les encadrer et être certain qu'on n'est pas dans de l'appropriation de biens publics ou dans de l'exploitation, etc., ben, en fait, il y a des opportunités et une forme de professionnalisme à trouver chez ces acteurs qui, par l'intermédiation justement de nous comme pouvoir public, finalement, ben, le studio Citygate, c'est ça, hein, donc c'est en tract, et ça se fait, je crois, je ne pense pas qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait si on n'était pas passé par un professionnel marchand. Voilà. Mais donc, je pense que les associations, elles vont trouver leur place là-dedans. Et évidemment, le but n'est pas de réquisitionner des lieux, donc elles auront toujours la possibilité de proposer leurs services, de faire ça pour leur propre bien, de répondre à des appels à projets et de nous aider à créer finalement un contexte et un environnement professionnel et réglementaire qui favorise le recours systématique à ce type de pratique. Donc, je pense qu'elles ont tout à gagner là-dedans. Et c'est déjà le cas, en fait. Donc, il n'y a pas de concurrence pour moi entre les deux. Du dynamisme aujourd'hui que les pouvoirs publics ont été les premiers à mettre dans cette tendance. Nous, on fait ça depuis maintenant 8 ans. Elles vont trouver des espaces et elles en trouvent déjà et on va se compléter et pas du tout se concurrencer. Ok, merci. On en revient au sujet précédent du démembrement. Et donc là, c'est Xavier qui te demande si tu peux nous en dire plus sur l'expérience actuelle de CityDev quant aux réactions des acheteurs de droits d'amphithéose et l'attitude aussi des banquiers qui les financent. Mais non, pas tellement en fait, hein, puisque on est au balbutiement. Hein, donc on a ces deux projets, les deux expériences pilotes de l'ancien contrat de gestion se sont réglées sur 2 parcelles Tivoli en collaboration avec le CLTB. Donc il faudrait leur demander, mais je crois que c'était les invités de la fois dernière, quel est le retour d'expérience de ce point de vue-là. Et puis pour l'habitat groupé, on n'a pas eu de problème. D'abord parce qu'on a malgré tout utilisé nos valeurs de référence avec l'injection d'un subside public. Et qu'on avait des porteurs de projets extrêmement dynamiques qui se sont inscrits hein, donc sur la liste des acquéreurs de CityDev. Et puis, on a ouvert le jeu et il y avait cette volonté d'habiter ensemble. Voilà, donc, c'est un projet un petit peu atypique. Mais le premier projet en amphithéose pur commercialisé selon les techniques classiques, qui n'existe pas encore, ce sera probablement au Val d'Or qu'il sera. Et alors, au niveau des banques, oui, il faudrait voir effectivement si le promoteur à l'issue du marché de promotion a des difficultés spécifiques à se financer. Je ne sais pas répondre à ça, mais c'est évidemment une question qui se pose. Nous, de notre côté, on travaille avec des subsides, donc pour ce genre de projet-là, on n'a pas recours à l'emprunt. On emprunte de l'argent sur les projets plutôt économiques sur lesquels il y a une rentabilité à trouver, ce qui est logique. Hein, on emprunte quand il y a une rentabilité, on utilise nos fonds propres. Il n'y en a pas, et des subsides quand on a perdu. Et sur les réactions des acquéreurs et leur compréhension du mécanisme, je n'ai pas encore de retour d'expérience, celui atypique de l'habitat groupé. Mais ça fait partie des choses qu'on va observer, et c'est parce que l'on n'a pas plus d'informations qu'à Bruxelles, hein, on va aller regarder à Louvain, évidemment, mais c'est parce qu'on n'a pas encore de recul qu'on a décidé de le faire seulement à 20% pour que ça ne vienne pas paralyser le processus général. Et puis, on n'a pas encore déterminé les modalités, hein, parce qu'on n'a pas dit si vous faites une amphithéose de 50 ou de 99 ans, ce n'est pas la même chose. Si vous mettez des clauses novatoires ou si vous ne mettez pas des clauses novatoires, ce n'est pas la même chose. Donc, les modalités restent encore. S'il y a un canon ou s'il n'y a pas de canon, ce n'est pas la même chose. Donc, toutes ces modalités, elles sont encore en discussion. Et il est probable que notre manière d'agir, ça va être d'abord d'expérimenter. Et en fonction des lieux, on ne va probablement pas mettre la même chose à Olivier Saint-Lambert qu'à Cureghem.
Merci. Alors, donc il nous reste 10 petites minutes. Il y a encore Marie et Esther qui avaient beaucoup de questions. Donc, Marie, j'en reviens à une de tes questions qui concernait la subsidiation à 30% de logements acquisitifs. Et donc, Marie se demandait s'il existait des aides similaires aussi avantageuses ailleurs en Europe. Bien, pas à notre connaissance. Alors, je ne prétends pas avoir une connaissance exhaustive de tout ce qui existe ailleurs en Europe, et donc on serait toujours intéressé évidemment de découvrir des mécanismes autres. Mais en général, dans les voyages d'études que l'on peut faire, et c'est pour ça que ou pour les délégations qu'on accueille, qui montrent que les autres font des voyages aussi et qu'ils ont bien raison, ils sont en général assez surpris de la générosité du mécanisme. Générosité qui s'explique historiquement par le fait que Bruxelles perdait des habitants quand la mission a été créée. Et donc, il s'agissait d'attirer des gens. Même on laissait des investisseurs acquérir des biens CityDev et même parfois plusieurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. C'est uniquement pour des propriétaires occupants et c'est un par personne et vous ne pouvez pas être propriétaire en région bruxelloise. Donc, c'est vraiment parce qu'on veut des propriétaires occupants que l'on fait cet effort-là. Quelque part, on co-achète avec eux, on co-construit avec eux un habitat dont on estime qu'il va bénéficier à eux, bien sûr, mais également à la collectivité. Et comment est-ce qu'ils bénéficient à la collectivité? D'abord parce qu'on peut faire ces expérimentations de villes qui sont des expérimentations au bénéfice de tous. Je veux dire, c'est vrai que le fait de ne pas consommer beaucoup d'énergie, c'est évidemment bien pour la personne qui habite le logement parce que c'est des économies, mais c'est aussi bien parce que ça rejette peu de CO2 et donc c'est aussi bon pour le reste des contribuables bruxellois. Même chose pour le rejet des eaux de pluie. Quand vous dépolluez un sol, ce n'est pas l'habitant du futur appartement qui vraiment en bénéficie, c'est l'ensemble de la collectivité qui n'a plus un sol pollué et qui a à la place un projet avec un supplément de cohésion sociale parce que des gens y habitent ou y travaillent. Donc, c'est ce qui justifie la hauteur de ces montants, mais qui reste problématique. Hein. Maintenant, moi, j'ai coutume de dire on a besoin de renouveler le parc de logements à Bruxelles. J'ai donné les chiffres qui font quand même un petit peu peur quand on sait, voilà, après 80, enfin, seulement 6% des bâtiments datent d'après 81. Donc, ça, malgré tout le volontarisme que l'on met, ça veut dire que ça pousse quand même pas beaucoup. Dans les années 80, quand la SDRB a commencé à faire ça, il n'y avait plus personne qui construisait du logement. Hein. Il n'y avait plus que des promoteurs de bureaux. Les faillites d'Amelings et Trimo, le logement moyen, c'est terminé. Donc, on a répondu à un besoin qui était un besoin de la ville avant d'être un besoin des acquéreurs ou un besoin des quartiers. Mais quand vous faites ça, vous amenez des occupants qui vont habiter là, qui doivent se domicilier. Et donc, on peut supposer aussi que même si on a dû les aider pour acquérir, le fait qu'ils aient pu devenir mettre quand même 2/3 de la somme eux-mêmes, ce sont un certain type d'acquéreurs. On a fait des statistiques, hein, c'est rarement des gens très… on est plutôt dans le bas des tranches possibles. Hein, on n'est pas… les gens qui achètent chez nous, ils ne flirtent pas avec les plafonds, hein, ils flirtent plutôt avec les seuils, et souvent ils sont éligibles à un logement social. Mais malgré tout, ce sont quand même souvent des gens qui ont des revenus. Et donc, s'ils ont des revenus, ils peuvent être contribuables à la ville. Donc, effectivement, on leur fait un chèque de 80 000 euros, mais sur les 20 années qu'ils vont habiter là, ils vont injecter quelque chose, certainement ne fût-ce qu'un impôt sur le revenu local, ce qui n'est pas le cas si vous faites un logement social. Le logement social, il faut le payer plein pot, donc ça coûte, on va dire, allez, je ne sais pas combien est-ce que vous arrivez à construire du logement à Bruxelles, mais bon, si vous faites un logement pour 250 000 balles, c'est quand même plus ou moins que vous avez bien travaillé. Et puis, c'est 250 000 euros d'un coup, et la famille qui va s'installer là, il y a beaucoup de chances qu'elle y reste longtemps, peut-être même toute une vie, parce que après ça, même en sortir deviendrait problématique, même s'ils reviennent à différents types de fortunes. Les conditions du logement social sont telles que c'est très, très peu intéressant d'en sortir une fois que vous y avez droit. Surtout s'ils sont qualitatifs, ce qui est de plus en plus le cas, et tant mieux, et surtout s'ils sont dans des quartiers mixtes et que vous ne vous sentez pas ghettoisé. Et donc, globalement, en général, les revenus que ces gens, enfin non, les loyers que ces gens vont être amenés à payer, les loyers sociaux, vont à peine couvrir les charges d'entretien du logement. Et donc, c'est 250 000 euros par ménage, un logement social. Tandis que CityDev, ça n'est entre guillemets que 80 000 euros avec un retour sur investissement, je crois, pour la communauté locale, de par
le profil économique de ces personnes. Donc, c'est une autre dynamique, mais c'est vrai que la question se pose, hein, c'est clair. D'ailleurs, ceci dit, peut-être un point que je n'ai pas soulevé, mais ça m'y fait penser maintenant en faisant le parallèle avec le logement social, mais si on passe en amphithéose, il y a toute une nouvelle gamme d'enjeux qui va se poser, c'est celui de l'entretien de ces logements dans le temps et de la responsabilité. Donc, c'est au minimum un nouveau métier pour le trait foncier. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas nécessairement équipé pour le faire. On a 99 ans pour y arriver, hein, donc ça va. Mais je veux dire, c'est un des enjeux. Benjamin, j'ai envie de partager encore une dernière question qui a été posée par Esther et qui est un sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup Sonet, c'est la question de la rénovation. Tu disais justement, Esther indique qu'elle entendait ton scepticisme quant au maintien des zones de biodiversité dans la ville et que par ailleurs, la région encourage aussi la rénovation des bâtiments, notamment dans le cadre du développement de logements à visée sociale et puis même bientôt pour tout le monde. Et donc, voilà, qu'en est-il de CityDev par rapport à la rénovation? Est-ce que c'est exclu? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre? Non, alors, c'est pas du tout exclu. Alors, nous, on ne rénove pas nos propres logements puisqu'on les vend. Donc, c'est tout à fait notre problème. Parfois, on a quand même un droit de préemption. Donc, ça arrive qu'on en rachète, on les remette sur le marché pour 20 ans, on les reconventionne quelque part. Mais c'est marginal. Après, la reconversion de bâtiments qui n'étaient pas destinés à du logement en logement, on le fait. Hein. Citygate 2, c'est une usine. Hein. On a même des projets de reconversion de bureaux. On avait des projets pilotes là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est un vivier important. Avant le Covid, avant le télétravail, on avait déjà un marché de bureaux qui n'avait pas particulièrement bien performé, on va dire, à l'aube des années 2010. Hein. La vacance locative dans le secteur du bureau était quand même assez affolante, en particulier en périphérie, en deuxième couronne. Et donc, cette idée de reconvertir ces bureaux, elle était claire. Et je pense que les pouvoirs publics ont aidé. Je pense qu'il y avait des subsides spécifiques qu'on pouvait ne pas devoir payer les frais de… Enfin, il y avait, je crois, les frais d'architecte qui étaient pris en compte et les publications qui ont été faites sur le sujet. Mais vu que les bureaux qui ont été amenés à se reconvertir étaient surtout situés en seconde couronne, ça a intéressé surtout un certain type d'investisseurs avec des prix évidemment différents. Donc, moi, je me rappellerai toujours du projet BASF Avenue Amoire. Bon, voilà, c'était pour sortir des logements à 7 000 – 8 000 euros du mètre carré. Ce n'est pas exactement notre cœur de cible, l'Avenue Amoire et les montants dont on parle. Ça coûte assez cher. Nous, on a 2 projets en cours, à Molenbeek et à Schaerbeek. Mais on se rend compte qu'en fait, les coûts de sortie vont être très élevés. Plus élevés probablement que dans des constructions neuves. Donc, pour du logement conventionné, ce n'est pas forcément une bonne piste parce que c'est très cher. D'abord, ce n'est pas toujours possible non plus parce que nos descriptifs de qualité de logement font qu'on veut des logements traversants. Ça, le jour où on ne fera plus des logements traversants à CityDev, c'est probablement qu'il y aurait eu un meurtre en interne. Moi, en tout cas, je ne survivrai pas. Je peux vous dire que, je ne sais pas s'il y en a dans le groupe ici, je crois avoir aperçu un nom ou l'autre, mais vous dire que dans le descriptif qualité de CityDev, on ne ferait plus des logements traversants avec la lumière, mais voilà, moi, je suis assassiné dans la nuit même, donc je n'essaye même pas. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et ça, dans les bureaux, ce n'est pas toujours possible. Alors bon, voilà, c'est super que certains bureaux se reconvertissent en logement, qu'il y ait des projets de niche pour la mixité fonctionnelle de certains quartiers. Hein, donc, on a tous Proximus, j'imagine, en tête, et le quartier Nord, et le projet ZIN. Très, 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 très bien. Et ce n'est pas une solution à la crise du logement, c'est une solution à la monofonctionnalité du quartier. Donc, quelque part, moi, la rénovation, à chaque fois qu'on peut, très bien, mais penser qu'on va pouvoir résoudre le problème de l'accès au logement en se concentrant uniquement sur la rénovation, ou encore pire, hein, vous dire oui, il y a tous ces logements qui ne sont pas sur le marché parce que les logements sociaux sont dans un état, etc., et qu'il faut les remettre. J'entends beaucoup ça du côté de Boisfort. C'est une blague. Je veux dire, ce n'est pas vrai statistiquement. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Hein. Si vous regardez un peu les process, il y aura toujours des erreurs à corriger, chez nous comme chez les autres. Mais vous faire croire que, vu l'étendue des besoins, je vous ai dit, 25% de croissance démographique en 30 ans, je ne les ai pas inventés. Un renouvellement constant de la population lié à notre statut de capital international, constant. Et croire qu'on va pouvoir ne pas assister au même phénomène horriblement spéculatif qu'on voit dans des villes comme Paris ou Londres, ou des plus petites villes, hein, même il ne faut pas aller si loin, à Lille, etc., sans se doter d'un patrimoine public important, c'est juste mentir. Alors, comment arriver à faire ce patrimoine public important? Je pense qu'il faut aller dans toutes les directions. Construire du logement neuf, évidemment, dans des bonnes conditions. Rénover ce qui peut l'être. Passer par des AIS pour socialiser du privé. Tout ça est bien, il faut tout faire. Vu la taille des enjeux, rien ne sera suffisant en soi. Mais c'est une course contre la montre.
Mais par contre, on ne peut plus, je crois, se permettre de sacrifier des véritables friches au nom d'enjeux qui n'en sont pas. Parce que, oui, OK, la biodiversité, c'est important, mais c'est important dans le Brabant wallon, dans le Brabant flamand, dans le Hainaut et à Liège aussi. Or, si on ne construit pas dans les villes, ben, les gens ils vont aller en dehors des villes. Et la biodiversité, ils vont la détruire beaucoup plus fortement et beaucoup plus sérieusement en allant dans ces zones-là, dans ces lotissements-là, qu'on voit pousser en périphérie urbaine, et qui créent non seulement de la destruction de biodiversité sur place, mais qui créent aussi des problèmes sans nom en termes de transport. Si vous devez commencer à faire tirer des lignes de tram, de bus, de train, des routes, des autoroutes, de l'électricité, de l'énergie pour des hameaux épars, eh bien, vous foutez en l'air la nature et la biodiversité. Donc, quand on dit ça, on se moque de vous. Je comprends, hein, moi j'ai un grand jardin, j'avoue, hein, j'aimerais pas forcément qu'on ait construit une tour de logements sociaux en bas de mon jardin, mais alors ayons le courage de dire qu'on veut préserver son privilège personnel d'avoir un grand jardin et son petit potager, mais qu'on ne dise pas qu'on répond à un objectif écologique, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas de l'écologie, ça c'est de l'arbitrage d'intérêts particuliers, et Dieu sait qu'il faut pouvoir en faire, que c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques, locaux, régionaux, nationaux, et dans les entreprises publiques, que d'essayer de proposer des choses qui fassent la rampe. Mais voilà, moi j'aime bien qu'on dise les choses clairement, et là pour le coup, l'enjeu de la biodiversité, il peut s'intégrer dans les projets urbains. Le coefficient de biodiversité de Tivoli, il est supérieur au chancre que c'était avant. Parce qu'il y a des nichoirs dans les bâtiments, parce qu'il y a de la verdure en façade, parce qu'on a réfléchi avec un paysager, parce qu'il y a de la récupération des eaux de pluie, même si encore une fois, rien. Mais voilà, parce qu'on a réfléchi au type de végétation. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que le biotope écologique de Tivoli Green City, avec une densité 2,5 de P sur S, il est supérieur à un marais qu'on pourrait trouver le long du chemin de fer ailleurs en région océanique. Mais évidemment, c'est sûr que si vous allez pêcher dans le marais ou si vous jouez autour, vous préférez qu'il reste un marais. Ce n'est pas l'enjeu de la biodiversité alors qui est véritablement défendu. Ma conviction. Merci Benjamin. Avec plaisir. Voilà, on est arrivé au terme de ces 2 heures. Il est 12h31, donc l'heure pour moi de tous vous libérer, de vous remercier pour votre participation. J'ai essayé de poser à Benjamin toutes les questions qui se trouvaient dans le chat, enfin quasiment toutes. S'il y a d'autres questions qui devaient surgir par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer et peut-être que Benjamin sera encore d'accord d'y répondre. En tout cas, il me reste encore à remercier Benjamin pour sa disponibilité ce matin, à vous souhaiter un bel été. Sonnet, en tout cas, on vous donne rendez-vous à la rentrée. On a déjà un beau programme de webinaire qui est en train de se dessiner. Au mois de septembre, on abordera justement la question de la stratégie de rénovation en région Bruxelles-Capitale, la fameuse stratégie Rénolution. On aura également comme invité le Fonds du logement, Madame Catherine Scheik, qui sera avec nous au mois d'octobre. Donc voilà, donc un beau programme en perspective. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une belle après-midi. Et encore merci Benjamin. Merci à vous, c'est toujours agréable de pouvoir développer ces idées.